Le ciel gris de Paris déversait une pluie fine et mélancolique sur les toits de l'hôpital Saint-Antoine, un bâtiment vieillissant du 12e arrondissement. À l'intérieur de ses murs écaillés par le temps, Marie Dufresne ajustait son uniforme d'infirmière devant le petit miroir fissuré des vestiaires. Ses yeux, d'un vert profond, reflétaient une fatigue certaine après une semaine de garde consécutive, mais aussi une détermination inébranlable. À 28 ans, elle avait déjà vu plus de souffrance et de résilience que beaucoup n'en verraient dans toute une vie. « Encore un jour, encore des vies à sauver », murmura-t-elle, en attachant ses cheveux châtains en un chignon serré. Son rituel quotidien était simple, mais essentiel à son équilibre. Dans ce petit hôpital public qui luttait contre le manque chronique de moyens et de personnel, chaque membre du personnel soignant devait puiser dans ses ressources les plus profondes. Marie n'était pas différente. Orpheline depuis l'adolescence, elle avait trouvé dans sa vocation d'infirmière une famille de substitution, un sens à son existence. Le service de soins intensifs où elle travaillait était particulièrement éprouvant. Le balai incessant entre la vie et la mort demandait une précision technique irréprochable et une force émotionnelle à toute épreuve. Pourtant, ce que ses collègues admiraient le plus chez Marie, c'était sa capacité à voir l'humain derrière le patient, à toucher l'âme au-delà du corps souffrant. Dans ce monde aseptisé où les blouses blanches s'affairaient comme des fantômes pressés, elle était celle qui prenait le temps d'un sourire, d'une parole réconfortante, d'un regard qui disait « Je suis là, vous n'êtes pas seul ». Chers lecteurs, si cette histoire vous touche déjà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser votre appréciation. Votre soutien est précieux pour continuer à partager des récits qui réchauffent le cœur. Maintenant, poursuivons notre plongée dans l'univers de Marie. Ce matin-là, une agitation inhabituelle régnait dans les couloirs. Marie intercepta Sabine, une aide-soignante de longue date au visage rond et bienveillant. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Marie en enfilant sa montre étanche. « Tu n'as pas entendu ? On a reçu un VIP cette nuit. Accident de voiture sur le périph'. Il est dans un sale état, » répondit Sabine en baissant la voix. Le docteur Mercier a pris le cas personnellement. Marie haussa les épaules. Les VIP n'étaient pas rares dans leur établissement. Politiciens, célébrités ou hommes d'affaires, la douleur et la maladie ne faisaient pas de distinction sociale. Pour elle, un patient restait un patient, avec ses peurs, ses espoirs et son besoin fondamental d'humanité. Chambre 217, ajouta Sabine avant de s'éloigner, emportée par le flot incessant des tâches matinales. À 7h30 précise, Marie participait à la réunion de transmission, ce moment crucial où l'équipe de nuit passait le relais à celle de jour. Le docteur Laurent Mercier, chef du service, un homme de 50 ans aux tempes grisonnantes et au regard perçant, présidait la séance avec son efficacité habituelle. Chambre 204, Madame Legrand, 82 ans, post-opératoire d'une prothèse de hanche, constante de stable. Chambre 209, Monsieur Benali, 57 ans, insuffisance respiratoire en amélioration. La liste des patients défilait, accompagnée de commentaires précis sur leur état de santé, jusqu'à ce que le médecin arrive au mystérieux patient de la chambre 217. Philippe Marceau, 42 ans, polytraumatisé suite à un accident de voiture. Fractures multiples, traumatisme crânien léger, contusion pulmonaire. Opéré cette nuit pour une hémorragie interne, état stable mais critique. Attention particulière, c'est un ami du ministre de la Santé. Marie nota scrupuleusement les informations, indifférentes au statut social du patient. Ce qui l'interpellait davantage, c'était la mention « attention particulière », code bien connu de l'hôpital pour désigner les patients difficiles ou exigeants. Une heure plus tard, après avoir fait le tour de ses autres patients, Marie se dirigea vers la chambre 217. Elle frappa doucement à la porte avant d'entrer, une habitude respectueuse qu'elle maintenait même lorsque les patients étaient inconscients. La chambre individuelle, un luxe rare dans cet hôpital surchargé, était plongée dans une semi-pénombre, rideaux tirés contre la lumière du jour. L'homme allongé dans le lit semblait flotter au milieu d'un réseau complexe de tubes et de moniteurs. Son visage, partiellement masqué par un pansement qui courait le long de sa tempe droite, portait les marques violacées d'un impact violent. Ses bras, étendus sur les draps blancs, étaient traversés de perfusions et parcourus d'hématomes impressionnants. Marie s'approcha silencieusement, vérifiant d'abord les constantes sur les moniteurs. Fréquence cardiaque, tension artérielle, saturation en oxygène, tout était dans les normes. Attendu pour un patient dans son état. Elle ajusta le débit de la perfusion dentalgique
et s'apprêtait à vérifier les pansements quand elle sentit un regard sur elle. Les yeux de l'homme étaient ouverts. D'un bleu acier, il la fixait avec une intensité troublante, mélange de confusion et d'une lucidité inattendue. « Bonjour, monsieur Marceau », dit Marie d'une voix douce mais assurée. « Je suis Marie, votre infirmière pour la journée. Comment vous sentez-vous » Un silence s'étira. L'homme continuait de la fixer immobile. « Vous êtes à l'hôpital Saint-Antoine. Vous avez eu un accident de voiture, mais vous êtes en sécurité maintenant. » Après ce qui sembla une éternité, l'homme détourna lentement son regard vers la fenêtre couverte. Quand il parla enfin, sa voix était rauque, à peine audible. « À quoi bon ?» Ces trois mots, prononcés avec une telle désolation, frappèrent Marie plus durement qu'une tirade. Dans sa carrière, elle avait rencontré de nombreux patients en détresse. Certains en colère, d'autres effrayés, mais quelque chose dans le ton de Philippe Marceau évoquait un abandon beaucoup plus profond, comme si l'accident n'avait été que la manifestation physique d'un naufrage intérieur déjà consommé. « Pardonnez-moi » demanda-t-elle, cherchant à établir un contact plus significatif. « À quoi bon être en sécurité » articula-t-il avec effort, chaque mot semblant lui coûter une énergie considérable. Marie sentit son instinct professionnel s'éveiller. Derrière la froideur apparente de cet homme, elle percevait une souffrance qui dépassait largement le cadre physique. Sans s'imposer, elle prit le temps de terminer ses soins, vérifiant méthodiquement chaque pansement, chaque voie d'accès, tout en maintenant un monologue calme et rassurant sur ce qu'elle faisait. « Je vais vous aider à vous installer plus confortablement », dit-elle, en ajustant légèrement la position du lit. « Le médecin passera vous voir dans la matinée. Avez-vous besoin de quelque chose en attendant ?» Philippe Marceau ferma les yeux, signifiant clairement la fin de l'échange. Marie respecta ce retrait. L'expérience lui avait appris que la guérison suivait son propre rythme, impossible à forcer. Elle termina ses tâches en silence, nota ses observations dans le dossier médical et, avant de quitter la chambre, déposa un verre d'eau fraîche à portée du patient. « Je reviendrai dans 1 heure, » dit-elle simplement. « Vous n'êtes pas seul, monsieur Marceau. » Dans le couloir, Marie consulta la fiche administrative du patient. Philippe Marceau, domicilié dans le 16e arrondissement, profession consultant. Pas d'allergie connue, pas d'antécédent médical particulier. Personne à contacter en cas d'urgence. Aucune. Ce dernier point l'intrigua. Un homme de cet âge visiblement aisé, sans famille ni proche à prévenir. La matinée s'écoula à un rythme effréné entre les soins aux autres patients, les ordonnances à suivre, les examens à planifier. Pourtant, Marie ne pouvait s'empêcher de penser à l'homme de la chambre 217, à ses yeux bleus empreints d'un désespoir qui semblait antérieur à l'accident. À midi, lors de sa pause déjeuner écourtée, elle croisa le docteur Mercier qui sortait justement de la chambre de Philippe Marceau. Le médecin, habituellement impassible, semblait préoccupé. « Comment va-t-il » osa demander Marie. « Physiquement, il récupère aussi bien qu'on puisse l'espérer, » répondit le médecin. « Mais il refuse toute collaboration. Il n'a pas touché à son plateau repas, répond à peine aux questions médicales. J'ai proposé un soutien psychologique qu'il a catégoriquement refusé. » Il soupira, visiblement frustré. Ces types qui se croient tout-puissants sont les pires patients. Tenez-le à l'œil, Dufresne. Je ne veux pas de complications avec celui-là. Marie hocha la tête, songeuse. L'image que dépeignait le médecin cadrait mal avec l'homme vulnérable qu'elle avait observé le matin même. Non pas un magnate arrogant, mais plutôt une âme brisée qui avait perdu ses repères. Lorsqu'elle retourna dans la chambre 217 en milieu d'après-midi, Marie fut accueillie par un spectacle inquiétant. Philippe Marceau, malgré son état, s'était redressé et tentait d'arracher sa perfusion. « Monsieur Marceau, arrêtez !» s'exclama-t-elle en se précipitant vers lui. L'homme leva vers elle un regard fiévreux, presque halluciné. « Laissez-moi sortir d'ici !» ordonna-t-il, sa voix retrouvant soudain une autorité qui trahissait l'habitude du commandement. « Vous ne pouvez pas partir dans cet état, » répondit fermement Marie, posant une main apaisante mais ferme sur son bras. « Vous venez de subir une opération majeure. Votre corps a besoin de repos et de soins. Je paierai ce qu'il faut. Je signerai une décharge. Je ne veux plus être ici. » Marie remarqua alors les signes subtils qui témoignaient d'une angoisse profonde. La respiration accélérée, les pupilles dilatées, la tension presque palpable qui habitait le corps blessé. « Monsieur Marceau, » dit-elle doucement sans retirer sa main. « Philippe, regardez-moi. » Surpris par l'usage de son prénom, l'homme s'immobilisa. « Je comprends que vous vouliez partir,
Cet endroit n'est pas agréable. Personne ne choisit d'être à l'hôpital, mais votre vie est précieuse et en ce moment, votre corps a besoin de ces soins pour guérir. Ma vie, répéta-t-il avec un rire amer qui se transforma en grimace de douleur. Vous ne savez rien de ma vie. C'est vrai, acquiesça Marie sans se démonter. Je ne sais rien de votre vie en dehors de ces murs, mais je sais reconnaître quelqu'un qui souffre, et pas seulement physiquement. Un silence électrique s'installa entre eux. Marie sentait qu'elle marchait sur une ligne très fine. Professionnellement, elle aurait dû appeler un médecin, peut-être même envisager une contention si le patient présentait un danger pour lui-même. Mais quelque chose lui disait que la réponse protocolaire ne ferait qu'aggraver la situation. « Écoutez, reprit-elle, je vous propose un marché. Donnez-vous 3 jours, 72 heures. Si après ce délai vous voulez toujours partir, nous discuterons des options qui s'offrent à vous, en toute honnêteté. » Philippe la dévisagea longuement, comme s'il cherchait à percer le mystère de cette jeune femme qui lui parlait avec une telle simplicité, sans la déférence intimidée ou l'agacement professionnel qu'il avait l'habitude de susciter. « 3 jours, répéta-t-il finalement, laissant retomber sa main. « Mais, pas un de plus. Marché conclu, sourit Marie soulagée. Maintenant, si vous permettez, je dois vérifier vos constantes et changer ce pansement qui semble avoir souffert de votre tentative d'évasion. » À sa grande surprise, Philippe Marceau esquissa un sourire fugace, une ombre de sourire qui disparut aussi vite qu'elle était apparue, mais qui suffit à transformer momentanément son visage austère. Ce soir-là, en quittant l'hôpital sous un ciel nocturne où quelques étoiles parvenaient à percer la pollution lumineuse parisienne, Marie repensa à cet échange. Sans le savoir, elle venait de poser la première pierre d'une histoire qui allait bouleverser bien plus que la vie d'un patient récalcitrant. L'appartement de Marie se trouvait au 5e étage, sans ascenseur, d'un immeuble ancien de Belleville. Modeste mais chaleureux, avec ses murs couverts de livres et ses plantes grimpantes qui semblaient vouloir reconquérir l'espace urbain, il reflétait la personnalité de sa propriétaire. Simple, authentique, résiliente. Ce soir-là, après une douche brûlante destinée à délasser son corps fatigué, Marie s'installa sur son petit balcon, donnant sur la rue animée. Un verre de vin rouge à la main, elle laissa son esprit vagabonder vers le mystérieux patient de la chambre 217. Quelque chose chez cet homme la troublait, au-delà de son évidente détresse. Dans ses yeux bleus acier, elle avait cru déceler non pas l'arrogance mentionnée par le docteur Mercier, mais une solitude abyssale. Son téléphone vibra, interrompant ses pensées. Un message de Claire, sa meilleure amie et collègue pédiatre. « Toujours OK pour le brunch dimanche ? J'ai un médecin célibataire à te présenter. » Marie sourit. Claire, heureuse en ménage avec Thomas depuis 8 ans, s'était donné pour mission de trouver l'âme sœur à son ami célibataire endurci. Marie tapa rapidement une réponse affirmative, plus par affection pour Claire que par réel intérêt pour ses tentatives de matchmaking. La vie sentimentale de Marie Dufresne était à l'image de sa vie professionnelle. Elle donnait beaucoup, mais gardait une partie d'elle-même inaccessible. Ces quelques relations s'étaient toutes heurtées à cette barrière invisible qu'elle avait érigée depuis la disparition brutale de ses parents dans un accident de voiture, 15 ans plus tôt. Ironie du sort, elle se retrouvait maintenant à tenter de ramener à la vie un homme victime du même type d'accident qui avait détruit son monde adolescent. Elle repoussa cette pensée, trop personnelle pour être professionnellement confortable, et se concentra sur la préparation d'un repas simple avant de se coucher tôt. Demain serait un autre jour de bataille contre la souffrance et la mort. À l'autre bout de Paris, dans une suite luxueuse de l'hôpital Saint-Antoine, réservée aux patients fortunés ou influents, Philippe Marceau fixait le plafond blanc, incapable de trouver le sommeil malgré les puissants antalgiques qui coulaient dans ses veines. Les événements de ces dernières 48 heures défilaient dans son esprit tourmenté comme les séquences discontinues d'un film dérangeant. L'appel de son avocat pour l'informer du verdict du tribunal concernant son divorce, le verre de trop au bar du Péninsula, la décision impulsive de prendre le volant malgré l'heure tardive et son état, la pluie sur le périphérique, cette fraction de seconde où tout avait basculé, et maintenant cette chambre d'hôpital, ces douleurs lancinantes dans chaque parcelle de son corps, ces médecins et infirmières qui s'affairaient autour de lui comme autour d'une machine défectueuse à réparer. Tous sauf elle, cette infirmière aux yeux verts qu'il avait regardé comme un être humain, pas comme le PDG de Marceau Investissement, pas comme le fils prodige de feu Victor Marceau, pas comme l'homme dont la fortune
personnel s'élevait à plusieurs centaines de millions d'euros. 72 heures, murmura-t-il dans la pénombre de la chambre. Il n'était pas certain de la raison pour laquelle il avait accepté ce délai absurde. Peut-être la fatigue, peut-être cette douleur qui rendait toute réflexion cohérente impossible, ou peut-être simplement la surprenante franchise de cette jeune femme qui n'avait pas hésité à le confronter. Son téléphone vibra sur la table de chevet. Un message de Juliette, son assistante personnelle, s'inquiétant de son absence au conseil d'administration du matin. Il ne répondit pas. Le monde extérieur, ce monde d'acquisitions hostiles, de stratégies financières et de trahisons élégantes, lui semblait soudain incroyablement lointain et vide de sens. À quoi bon construire un empire quand la seule personne avec qui il aurait voulu le partager venait de le quitter pour son associé, emportant dans son sillage la dernière illusion d'une vie personnelle réussie? Philippe finit par sombrer dans un sommeil agité, peuplé de cauchemars où il tombait infiniment dans un abîme sans fond. Le lendemain matin, Marie arriva à l'hôpital avec une détermination renouvelée. Après la réunion de transmission, où elle apprit que Philippe Marceau avait passé une nuit difficile, refusant une partie de ses médicaments, elle décida d'aborder différemment ce deuxième jour du marché. Lorsqu'elle entra dans la chambre 217, elle fut accueillie par un regard glacial. Philippe était assis dans son lit, son plateau de petit déjeuner intact devant lui. « Bonjour, monsieur Marceau », dit-elle avec entrain. « J'espère que vous avez au moins goûté le café. C'est la seule chose potable dans ce menu, je dois l'admettre. » Un silence lui répondit, mais elle ne se laissa pas démonter. « Jour 1 sur 3, poursuivit-elle en vérifiant méthodiquement les constantes du patient. « J'ai vu que vous avez refusé les somnifères cette nuit. Je n'aime pas l'idée d'être inconscient dans un environnement inconnu, » répondit finalement Philippe d'une voix encore rauque. Marie hocha la tête, comprenant intuitivement ce besoin de contrôle. « C'est votre droit. Mais sachez que la douleur ralentit la guérison. Votre corps lutte déjà suffisamment sans avoir à gérer aussi une souffrance évitable. » Elle s'approcha pour examiner le pansement sur son torse, là où les chirurgiens avaient opéré pour stopper l'hémorragie interne. « Je vais devoir regarder la cicatrice, » prévint-elle. « Ça risque d'être un peu inconfortable. » Philippe acquiesça silencieusement. Quand Marie retira délicatement le pansement, elle ne put s'empêcher de remarquer la musculature ciselée de son patient malgré ses blessures. Cet homme prenait visiblement soin de sa santé physique, ce qui rendait son apparente indifférence envers sa survie d'autant plus intrigante. « La cicatrisation commence bien, » commenta-t-elle professionnellement. « Vous avez de la chance que le docteur Torres était de garde cette nuit-là. C'est notre meilleur chirurgien viscéral. »« De la chance », répéta Philippe avec une ironie mordante. Marie termina le changement de pansement avant de répondre, choisissant soigneusement ses mots. « La chance est relative, j'en conviens. Mais être vivant après un tel accident, beaucoup considéreraient cela comme une forme de chance. Peut-être que certains accidents sont justes, inachevés. » Cette phrase, prononcée avec une telle finalité, fit frissonner Marie. En tant que professionnelle de santé, elle était formée pour reconnaître les signes avant-coureurs des idées suicidaires et les propos de Philippe sonnaient comme une alarme. « Monsieur Marceau, » dit-elle en s'asseyant au bord du lit, abandonnant momentanément son masque professionnel, « je ne vais pas prétendre comprendre ce que vous traversez, mais je crois fermement que chaque vie a une valeur intrinsèque, indépendamment des circonstances. » « Des platitudes d'infirmière, » répliqua-t-il sèchement. « Je parie que vous dites ça à tous, vos patients. »« Non, » répondit-elle avec une honnêteté désarmante. « En fait, je dis généralement aux patients ce qu'ils ont besoin d'entendre pour aller mieux, mais vous avez besoin d'entendre la vérité. » Cette réponse sembla déstabiliser Philippe, qui la regarda avec une curiosité nouvelle. « Et quelle est cette vérité selon vous? Que quel que soit le gouffre dans lequel vous pensez être tombé, il existe un chemin pour en sortir. Pas facile, pas direct, mais un chemin tout de même. Et que ce n'est pas à vous de décider si votre vie vaut la peine d'être vécue. Pas maintenant, pas dans cet état d'esprit. » Un silence lourd s'installa, chargé d'émotions contenues. Marie se demanda si elle n'était pas allée trop loin, si elle n'avait pas franchi cette ligne invisible qui séparait le soin professionnel de l'implication personnelle. « Vous êtes différente, » dit finalement Philippe, une note de surprise dans la voix. « Je prends ça comme un compliment, » sourit Marie en se levant. « Maintenant, que diriez-vous de manger quelque chose? Votre corps a besoin de carburant pour guérir. »« Je n'ai pas faim. »« Négociable, » répliqua-t-elle avec un sourire malicieux. « Je peux vous rapporter quelque chose de la cafétéria. »
Croyez-moi, c'est légèrement moins terrible que la nourriture servie aux patients. Pour la deuxième fois en 2 jours, Marie vit l'ombre d'un sourire traverser le visage austère de Philippe Marceau. « Un café noir », concéda-t-il. « Café noir noté. Et peut-être un croissant qui se serait glissé par accident sur le plateau ? Juste le café. » Marie hocha la tête, acceptant cette petite victoire. En quittant la chambre, elle sentit le regard de Philippe la suivre jusqu'à la porte. Dans le couloir, elle croisa le docteur Mercier qui l'interpella. « Dufresne, comment va notre VIP ce matin ? » « Stable, physiquement, mais j'ai des inquiétudes concernant son état psychologique, » répondit-elle franchement. « Je pense qu'il présente des signes de dépression sévère, peut-être même des idées suicidaires. » Le médecin fronça les sourcils, visiblement contrarié. « Vous n'êtes pas psychiatre, Dufresne. Contentez-vous de surveiller ses constantes et de changer ses pansements. S'il veut se confier, qu'il le fasse à un professionnel de la santé mentale. » « Mais il a refusé de voir le psychologue, » objecta Marie. « C'est son droit. Écoutez, je comprends votre préoccupation, mais cet homme est un patient. Important. Le dernier problème dont nous avons besoin, c'est d'une plainte pour ingérence dans sa vie privée. Faites votre travail, mais gardez vos distances émotionnelles. C'est un ordre. » Marie acquiesça à contre-cœur, consciente que la hiérarchie hospitalière ne lui laissait pas beaucoup de marge de manœuvre. Pourtant, alors qu'elle se dirigeait vers la cafétéria pour chercher le café promis, elle savait déjà qu'elle ne pourrait pas simplement ignorer la détresse évidente de Philippe Marceau. Au comptoir de la cafétéria, elle croisa Amina, une aide-soignante du service de cardiologie, avec qui elle avait sympathisé lors de sa formation. « Tu as l'air préoccupée », remarqua Amina en commandant son propre café. « J'ai un patient difficile », admit Marie. « Pas difficile dans le sens habituel, mais complexe. Le grand patron de la 217, » devina Amina avec un sourire entendu. « Les rumeurs vont vite ici. Paraît que c'est un magnate de la finance ou quelque chose comme ça. »« Les rumeurs ne m'intéressent pas, » répondit Marie, légèrement agacée par la propension du personnel hospitalier à colporter des informations sur les patients. « Tu devrais peut-être te renseigner un peu quand même, » suggéra Amina en baissant la voix. « J'ai entendu les infirmières de nuit parler. Apparemment, il aurait demandé à son chauffeur de venir le chercher aujourd'hui. Il veut signer une décharge et partir. » Marie sentit son cœur s'accélérer. Leur accord de 3 jours était-il déjà rompu? « Merci pour l'info, » dit-elle rapidement, prenant le gobelet de café qu'on lui tendait. « Je dois y retourner. » En marchant d'un pas pressé vers la chambre 217, Marie se demanda quelle approche adopter. Confronter Philippe sur sa tentative de départ prématuré risquait de briser le fragile lien de confiance qu'elle commençait à établir. L'ignorer serait potentiellement dangereux pour sa santé. Quand elle entra dans la chambre, elle trouva Philippe au téléphone, parlant d'une voix basse, mais autoritaire. « Je me fiche des conséquences, Juliette. Fais ce que je te dis. Annule tous mes rendez-vous pour les 2 prochains jours et trouve-moi un service de soins à domicile privé. » Il raccrocha en apercevant Marie et un silence gêné s'installa. « Votre café », dit-elle simplement en posant le gobelet sur la table de chevet, sans faire de commentaire sur la conversation qu'elle venait d'interrompre. « Merci », répondit-il, visiblement surpris par son manque de réaction. Marie s'occupa de vérifier la perfusion, ajustant légèrement le débit, puis se dirigea vers la fenêtre pour ouvrir les rideaux, laissant entrer la lumière matinale. « Une belle journée », commenta-t-elle. « Le printemps s'installe enfin à Paris. » Philippe l'observait avec une curiosité non dissimulée. « Vous n'allez pas me demander pourquoi j'organise mon départ ?» Marie se tourna vers lui, son visage reflétant une sérénité professionnelle. « Vous êtes libre de vos décisions, monsieur Marceau. Mais nous avions un accord, il me semble. 3 jours. À moins que votre parole ne vaille rien ?» Cette dernière phrase, prononcée avec une pointe de défi, sembla toucher une corde sensible chez Philippe. « Ma parole vaut plus que vous ne pourriez l'imaginer, » répliqua-t-il, piqué au vif. « Dans mon monde, c'est souvent la seule chose qui distingue un homme d'affaires respectable d'un vulgaire escroc. Alors j'imagine que Juliette devra attendre encore 48 heures avant d'organiser votre grande évasion. » Sourit Marie, satisfaite d'avoir marqué un point. Philippe la fixa intensément, comme s'il cherchait à résoudre une équation particulièrement complexe. « Pourquoi faites-vous ça? Faire quoi? Vous préoccupez autant d'un patient parmi des dizaines d'autres. Je doute que ce soit la procédure standard. » Marie prit un moment pour réfléchir à sa réponse, consciente que sa sincérité pourrait compromettre sa position professionnelle, mais incapable de se résoudre à la superficialité. « Parce que je sais reconnaître quelqu'un qui a perdu son or, » dit-elle finalement, « et que contrairement à la plupart des gens qui passent dans cette chambre,
Je ne m'intéresse pas à votre compte en banque ou à vos relations, mais à l'être humain qui se cache derrière ses yeux tristes. » Philippe détourna le regard, visiblement mal à l'aise face à cette franchise désarmante. « Vous ne me connaissez pas, » murmura-t-il. « C'est vrai, » acquiesça Marie, « mais je connais la souffrance quand je la vois. Et la vôtre n'a rien à voir avec vos fractures ou vos contusions. » Un silence lourd s'installa dans la pièce, presque palpable. Marie savait qu'elle venait de franchir une frontière, mais elle ne pouvait pas s'empêcher de penser que parfois, le véritable soin dépassait les protocoles et les procédures. « J'ai perdu ma femme », dit soudain Philippe, les yeux toujours fixés sur un point invisible au-delà de la fenêtre. « Enfin, techniquement, c'est elle qui m'a perdu, pour mon associé. » Marie resta silencieuse, comprenant instinctivement que le silence était parfois le meilleur encouragement. 15 ans de mariage. J'étais convaincu que nous étions différents, que notre relation était à l'abri des clichés. Il eut un rire amer. Le divorce a été prononcé il y a 2 jours, juste avant que je prenne le volant sous la pluie. « Je suis désolé », dit doucement Marie. « Ne le soyez pas. C'est la fin logique d'une illusion. Je me suis consacré à bâtir un empire financier, persuadé que c'était ce qu'elle attendait de moi. Protection, statut, sécurité. » Il porta le gobelet de café à ses lèvres, grimaçant à la première gorgée. Apparemment, ce qu'elle voulait vraiment, c'était la présence, l'attention, des choses que je n'ai jamais su donner. Marie s'approcha lentement du lit, s'asseyant sur le fauteuil adjacent. « La perte est toujours douloureuse, » dit-elle simplement, « quelle que soit sa forme. » Philippe la regarda enfin, surpris par cette réponse dénuée de jugement ou de conseils superficiels. « Vous parlez comme quelqu'un qui connaît le sujet. » Marie hésita un instant. Elle maintenait habituellement une séparation stricte entre sa vie personnelle et professionnelle. Mais quelque chose dans la vulnérabilité inattendue de cet homme la poussa à faire une exception. « J'ai perdu mes parents dans un accident de voiture quand j'avais 16 ans, » dit-elle, sa voix trahissant à peine l'émotion encore vivace après toutes ces années. « Un chauffard ivre, mort sur le coup lui aussi. J'étais fille unique, sans famille proche. Du jour au lendemain, mon monde s'est effondré. » Les yeux de Philippe s'élargirent légèrement, cette révélation personnelle le prenant visiblement au dépourvu. « Comment avez-vous continué ?»« Un jour à la fois, » répondit-elle simplement. « Ce n'est pas une formule toute faite, c'est littéralement la seule façon. Un pied devant l'autre, une respiration après l'autre. Et un jour, sans même vous en rendre compte, vous réalisez que vous avez reconstruit quelque chose. Différent mais vivable. » Philippe absorba ses paroles en silence, son regard s'adoucissant imperceptiblement. « Je devrais vous présenter mon ex-femme, » dit-il avec une ironie douce. « Elle serait fascinée par votre capacité à me faire parler de sentiments. » Marie sourit, heureuse de voir une fissure dans l'armure de cet homme. « Les hôpitaux ont cet effet étrange, » observa-t-elle. « Ils nous ramènent à l'essentiel. Quand on est confronté à sa propre fragilité, les masques tombent plus facilement. Est-ce pour cela que vous avez choisi cette profession ? Pour aider les gens à faire tomber leurs masques ?» La question surprit Marie par sa perspicacité. « Peut-être, en partie, » admit-elle, « mais surtout pour donner un sens à ce qui semblait insensé. La mort de mes parents m'a appris que nous sommes tous vulnérables, tous mortels. Mais elle m'a aussi montré la valeur inestimable de chaque vie, de chaque moment. » Une infirmière passa la tête par la porte entr'ouverte, interrompant leur conversation. « Marie, désolé de te déranger, mais Madame Leroy en 204 a besoin d'assistance immédiate. »« J'arrive, » répondit Marie se levant promptement. Elle se tourna vers Philippe. « Le devoir m'appelle. Essayez de vous reposer. Et peut-être réfléchissez à ce que vous voulez réellement faire de ces deuxièmes chances que la vie nous offre, parfois sans qu'on les demande. » Alors qu'elle s'apprêtait à sortir, la voix de Philippe l'arrêta. « Marie ?» Elle se retourna, surprise par l'usage de son prénom. « Merci, » dit-il simplement, « pour le café et pour le reste. » Elle lui adressa un sourire chaleureux, avant de disparaître dans le couloir, emportée par l'urgence d'une autre vie à soutenir, d'une autre bataille à mener contre la souffrance. Dans la chambre 217, Philippe Marceau regardait la porte close, perplexe face aux sentiments étranges qui venaient de naître en lui. Pour la première fois depuis longtemps, très longtemps, il ressentait une curiosité sincère pour quelqu'un d'autre que lui-même. Le deuxième jour du contrat de 3 jours apporta avec lui un changement subtil, mais perceptible dans l'attitude de Philippe Marceau. Si l'homme restait largement silencieux et introspectif, Marie remarqua qu'il ne refusait plus catégoriquement les soins.
acceptant même de manger une partie de son déjeuner sous son regard, encourageant. Plus significatif encore, il avait demandé un ordinateur portable, que son assistante Juliette avait promptement livré en milieu de journée. À la surprise des médecins, il semblait maintenant déterminé à respecter sa parole concernant les 3 jours d'hospitalisation, même s'il passait la majorité de son temps à travailler sur son écran, les sourcils froncés dans une concentration intense. Marie, fidèle à sa promesse de ne pas s'imposer au-delà du nécessaire, continuait ses visites régulières avec une efficacité professionnelle teintée d'une chaleur discrète. Elle évitait soigneusement de faire référence à leur conversation personnelle de la veille, comprenant intuitivement que Philippe était le genre d'homme qui avait besoin d'espace pour assimiler ce type d'échange. Ce fut donc à sa grande surprise que, lors de sa visite du soir, alors qu'elle vérifiait une dernière fois ses constantes avant la fin de son service, Philippe referma soudainement son ordinateur et l'interpella. « Vous aimez votre travail ?» demanda-t-il abruptement, comme si la question lui brûlait les lèvres depuis longtemps. Marie, en train de noter les relevés sur le dossier médical, leva les yeux, momentanément décontenancée par cette ouverture inattendue. « Oui », répondit-elle simplement, « même les jours difficiles. »« Pourquoi ?» insista-t-il. « Les conditions sont terribles, les horaires impossibles, la reconnaissance minimale, et j'imagine que le salaire ne compense pas tout cela. » Marie termina ses annotations avant de répondre, prenant le temps de formuler une réponse authentique à ce qui semblait être une vraie curiosité plutôt qu'une provocation. « C'est vrai, ce n'est pas le métier le plus glamour, » admit-elle avec un léger sourire. « Mais chaque jour, je rentre chez moi en sachant que j'ai fait une différence, aussi minime soit-elle, dans la vie de quelqu'un. C'est irremplaçable. » Philippe l'observait attentivement, comme s'il essayait de résoudre une équation particulièrement complexe. « Et ce bâtiment ?» poursuivit-il, désignant d'un geste vague les murs défraîchis de la chambre. « Comment pouvez-vous travailler dans un environnement aussi inadéquat ?» Ce commentaire fit sourire Marie. « Typique d'un homme habitué au luxe, pensa-t-elle. Saint-Antoine n'est pas le plus moderne des hôpitaux, c'est certain. Mais ce qui compte, ce sont les gens qui y travaillent. Nous compensons le manque de moyens par un surplus d'humanité. » Elle marqua une pause, avant d'ajouter « Du moins, nous essayons. Vous avez déjà envisagé de travailler dans le privé ? Les conditions y sont infiniment meilleures. » Marie n'était pas étrangère à ce type de proposition. Plusieurs de ses collègues avaient succombé à l'attrait des cliniques privées, avec leurs équipements dernier cri et leurs horaires plus raisonnables. « J'y ai pensé, » concéda-t-elle. « Mais ici, nous accueillons tout le monde, sans distinction. C'est important pour moi. » Philippe hocha lentement la tête, comme s'il avait reçu confirmation d'une hypothèse. « Idéaliste », murmura-t-il, mi-admiratif, mi-condescendant. « Réaliste », corrigea doucement Marie. « Je sais exactement où je suis utile. » Un silence confortable s'installa entre eux, différent des silences tendus des premiers jours. Puis, comme mu par une impulsion, Philippe poussa son ordinateur portable vers elle. « Regardez ça, » dit-il. « C'est le projet sur lequel je travaillais avant l'accident. » Intriguée, Marie s'approcha pour regarder l'écran qui affichait des plans architecturaux complexes ainsi que des tableaux financiers. « Je ne suis pas sûre de comprendre, » avoua-t-elle, déchiffrant difficilement les schémas techniques. « C'est un concept de clinique urbaine intégrée, » expliqua Philippe, une passion nouvelle animant sa voix habituellement contrôlée. « L'idée est de créer des établissements de santé à taille humaine, parfaitement intégrés dans le tissu urbain, avec un modèle économique hybride qui permet de servir tous les types de patients tout en restant financièrement viable. » Marie étudia plus attentivement les documents, commençant à saisir la vision derrière le projet. « Ces cliniques seraient équipées des technologies les plus avancées, » poursuivit Philippe, « mais conçues pour préserver la dimension humaine des soins, des espaces lumineux pensés tant pour le bien-être des patients que pour l'efficacité du personnel médical. C'est impressionnant, » reconnut Marie. « Mais comment assurez-vous l'accessibilité pour tous ? Ces installations ont l'air coûteuses. » Philippe sourit, visiblement satisfait de cette question pertinente. C'est là que réside l'innovation principale du modèle. Une partie des profits générés par les patients ayant une bonne couverture d'assurance subventionne les soins pour ceux qui n'en ont pas ou peu. De plus, nous avons conçu un système de partenariat avec les collectivités locales pour partager certains coûts d'infrastructure. Marie écoutait, fascinée malgré son scepticisme initial. Elle avait rencontré de nombreux entrepreneurs prétendant révolutionner le système de santé,
mais la plupart se heurtaient rapidement à la complexité bureaucratique et économique de la réalité. Et ce projet est concret ou c'est encore au stade conceptuel? Le premier établissement devait commencer sa construction le mois prochain à Lyon, répondit Philippe, une ombre traversant son visage. Mais avec le récent développement de ma situation personnelle, tout est en suspens. Marie comprit qu'il faisait référence à son divorce et possiblement à l'implication de son associé. C'est dommage, dit-elle sincèrement. Ce genre d'initiative pourrait vraiment faire la différence. Philippe la regarda intensément, comme s'il évaluait sa sincérité. Vous le pensez vraiment? Ce n'est pas juste une autre tentative de capitaliser sur les failles du système de santé publique? La question était directe, presque provocante, mais Marie apprécia cette franchise. Je pense que les systèmes parfaits n'existent pas, répondit-elle après réflexion. Le public a ses forces, l'accessibilité, l'universalité, mais aussi ses faiblesses, comme nous le voyons tous les jours ici. Si votre modèle peut réellement offrir des soins de qualité à tous, sans exclure les plus vulnérables, alors oui, je pense que c'est précieux. Philippe sembla méditer cette réponse, son regard se perdant au-delà de la fenêtre où le soleil commençait à décliner, teintant le ciel, parisien de nuances orangées. J'ai commencé ce projet il y a 2 ans, dit-il finalement, sa voix plus douce qu'à l'accoutumée. C'était censé être un héritage, je suppose. Quelque chose de plus significatif que des lignes de profit sur un bilan financier. Marie perçut dans ces mots une vulnérabilité qui contrastait fortement avec l'image de l'homme d'affaires implacable qu'elle avait initialement imaginé. « Ce n'est pas trop tard », suggéra-t-elle. « Pour réaliser ce projet, je veux dire. »« Peut-être », concéda Philippe, refermant doucement l'ordinateur. « Mais toute vision a besoin d'énergie pour se matérialiser, et la mienne semble s'être dissipée dernièrement. » Ces paroles résonnèrent profondément en Marie. Combien de fois, après la mort de ses parents, s'était-elle sentie vidée de toute énergie, de toute volonté d'avancer? Cette période sombre où même respirer semblait un effort insurmontable. « L'énergie revient », dit-elle doucement, « parfois d'où on l'attend le moins. » Un silence s'installa, chargé de non-dits et de possibilités. Marie jeta un œil à sa montre, réalisant qu'elle avait dépassé son temps de service. « Je dois y aller », annonça-t-elle. « Mon remplaçant de nuit ne va pas tarder. » Philippe acquiesça, une expression indéchiffrable sur le visage. « Vous serez là demain ?» demanda-t-il. Et Marie fut surprise par la note d'espoir qu'elle crut déceler dans sa voix. « Bien sûr, dernier jour de notre accord », sourit-elle. « Et essayez de vous reposer un peu, au lieu de travailler toute la nuit. Votre corps a encore besoin de récupérer. » Alors qu'elle s'apprêtait à sortir, la voix de Philippe l'arrêta une dernière fois. « Marie ?» Elle se retourna, une main sur la poignée de la porte. « Merci d'avoir regardé, d'avoir écouté. » Ces simples mots, prononcés avec une sincérité désarmante, touchèrent Marie plus qu'elle ne l'aurait voulu. Avec un léger hochement de tête, elle quitta la chambre, troublée par la complexité émotionnelle de cet échange et par le sentiment étrange qui grandissait en elle, un mélange d'empathie professionnelle et d'une connexion plus personnelle qu'elle ne pouvait nier. Dans le vestiaire, en changeant sa blouse d'infirmière pour ses vêtements civils, Marie repensa à la conversation. Le projet de Philippe l'avait impressionné, non seulement par son ambition, mais aussi par la vision humaniste qui semblait le sous-tendre, en contradiction apparente avec l'image du financier impitoyable que dépeignaient les rumeurs hospitalières. Son téléphone vibra dans son sac. Un message de Claire. « N'oublie pas le brunch dimanche. Marc est vraiment impatient de te rencontrer. » Marie sourit, soudain frappée par l'ironie de la situation. Voilà qu'elle se sentait intellectuellement et émotionnellement stimulée par un patient, un homme blessé, tourmenté, potentiellement instable et certainement inaccessible, alors que sa vie personnelle continuait son cours ordinaire avec ses rendez-vous arrangés et ses attentes sociales conventionnelles. En quittant l'hôpital ce soir-là, sous un ciel étoilé exceptionnellement visible à travers la pollution lumineuse parisienne, Marie se sentait à la fois légère et préoccupée. Quelque chose avait changé dans sa perception de Philippe Marceau et par extension, dans sa compréhension de la ligne ténue entre engagement professionnel et résonance personnelle. Demain serait le 3e et dernier jour de leur accord. Après cela, Philippe serait libre de partir, de retourner à son monde de décisions financières et de projets ambitieux. Et elle, Marie Dufresne, continuerait sa routine d'infirmière dévouée, passant d'un patient à un autre, offrant son savoir-faire et son humanité à ceux qui en avaient besoin. Pourtant,
Alors qu'elle montait les marches menant à son appartement, une pensée persistante l'accompagnait. L'histoire entre Philippe Marceau et elle n'était peut-être pas destinée à se terminer aussi simplement qu'elle avait commencé. Les jours suivants allaient lui donner raison, d'une façon qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. L'aube du 3e jour se leva sur Paris avec une pluie fine, le genre de crachin printanier qui trempe insidieusement sans qu'on s'en aperçoive. Marie, qui avait mal dormi, hantée par des rêves confus, mêlant passé et présent, arriva à l'hôpital avec une étrange appréhension. La réunion de transmission lui apprit que Philippe Marceau avait passé une nuit calme, acceptant cette fois la médication proposée. Une amélioration notable de son état psychologique avait été signalée par l'équipe de nuit, qui rapportait même l'avoir entendu avoir une conversation téléphonique animée aux premières heures du matin. Notre VIP semble avoir retrouvé sa combativité, commenta le docteur Mercier avec satisfaction. Ses dernières analyses sanguines sont excellentes et la cicatrisation progresse, normalement. S'il continue ainsi, une sortie sous quelques jours pourrait être envisageable. Marie hocha la tête, tentant de réprimer le pincement au cœur qu'elle ressentit à l'idée de voir partir Philippe si rapidement. Une réaction qu'elle s'empressa de rationaliser. C'était le but même des soins, après tout, rendre les patients à leur vie. Lorsqu'elle entra dans la chambre 217, une surprise l'attendait. Philippe était non seulement réveillé, mais habillé d'un pyjama en soie bleu nuit qui avait remplacé la traditionnelle blouse d'hôpital. Assis dans le fauteuil près de la fenêtre, il paraissait absorbé dans la contemplation de la pluie qui striait les vitres. « Bonjour », dit Marie, s'efforçant de maintenir son ton professionnel habituel. « Je vois que vous avez décidé de vous mettre à l'aise. » Philippe se tourna vers elle, et Marie fut frappée par la transformation subtile de son expression. Les traits toujours marqués par la fatigue et la douleur semblaient néanmoins plus détendus, plus présents. « Bonjour Marie », répondit-il avec un léger sourire. « J'ai pensé qu'il était temps de retrouver un semblant de dignité, même dans cette situation. »« La dignité vous va bien », plaisanta-t-elle en s'approchant pour vérifier le moniteur de tension. « Comment vous sentez-vous ce matin ?» Comme quelqu'un qui a survécu à un accident qui aurait dû le tuer et qui commence à se demander pourquoi. Cette réponse, prononcée sans l'amertume des jours précédents, mais plutôt avec une curiosité authentique, intrigua Marie. « C'est une bonne question, admit-elle. Souvent, c'est en cherchant sa réponse qu'on trouve un nouveau chemin. » Philippe l'observa alors qu'elle effectuait les vérifications de routine, son regard s'attardant sur ses gestes précis et assurés. « C'est notre dernier jour, n'est-ce pas ?» demanda-t-il finalement. « Le fameux 3e jour de notre accord. » Marie acquiesça, tout en notant les constantes dans le dossier. « En effet, demain, vous serez libre de reprendre votre évasion si vous le souhaitez toujours. Et si je ne le souhaitais plus ?» Cette question, posée avec une nuance d'hésitation inhabituelle dans la voix de Philippe, fit lever les yeux à Marie. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant fugace, elle crut y lire une vulnérabilité qui la désarma complètement. « Alors, répondit-elle doucement, ce serait une victoire pour votre santé et pour tous ceux qui travaillent ici à votre rétablissement. Y compris vous ?» Marie se sentit soudain exposée, comme si Philippe avait réussi à percer sa carapace professionnelle pour entrevoir la personne en dessous, celle qui, contre toute prudence, s'était émotionnellement investie dans son cas. « Y compris moi ?» admit-elle, optant pour l'honnêteté. Un silence confortable s'installa entre eux, interrompu uniquement par le bruit feutré de la pluie contre les vitres. C'était un de ces moments rares, songea Marie, où les mots semblaient superflus, où la communication se faisait à un niveau plus profond, plus instinctif. « J'ai pris une décision cette nuit », annonça finalement Philippe, rompant le charme de l'instant, concernant le projet dont je vous ai parlé. « Les cliniques urbaines ? Oui, j'ai décidé de poursuivre, avec quelques ajustements. » Marie ne put s'empêcher de sourire, véritablement heureuse de cette nouvelle. « C'est une excellente décision, » dit-elle avec sincérité. « Ce projet mérite d'exister. »« Je le pense aussi, » acquiesça Philippe. « Mais je vais avoir besoin d'aide, d'une expertise que je ne possède pas. » Il la regarda intensément et Marie comprit soudain ce qu'il allait dire avant même qu'il ne prononce les mots. « J'aimerais que vous participiez à ce projet, Marie, en tant que consultante sur les aspects liés aux soins infirmiers et à l'expérience patient. » Prise au dépourvu, Marie resta momentanément sans voix. C'était la dernière chose à laquelle elle s'attendait, une proposition professionnelle, venant d'un patient et pas n'importe lequel. « Je ne sais pas quoi dire », balbutia-t-elle finalement. « C'est très inattendu. »
Prenez le temps d'y réfléchir, proposa Philippe. Ce ne serait pas un engagement à plein temps, du moins pas initialement. Quelques réunions par mois peut-être pour partager votre expertise pratique avec les architectes et les gestionnaires. Marie hésita, partagée entre curiosité professionnelle et prudence éthique. Je ne suis pas certaine que ce soit approprié, dit-elle prudemment. Vous êtes encore mon patient et les règles déontologiques, je ne le serai plus demain, contra doucement Philippe. Et cette proposition n'a rien de personnel. C'est strictement professionnel, basé uniquement sur les compétences et la vision que j'ai pu observer chez vous. Marie devait admettre que l'idée était tentante. Participer à un projet qui pourrait concrètement améliorer les conditions de soins, apporter son expérience de terrain à une initiative qui semblait sincèrement vouloir concilier qualité des soins et accessibilité. Je vais y réfléchir, promit-elle finalement. Mais je ne peux rien vous promettre. Philippe sembla satisfait de cette réponse. C'est tout ce que je demande. Une réflexion sincère. Un silence s'installa à nouveau, mais cette fois chargé de possibilités nouvelles, d'horizons inattendus. Marie se sentait déstabilisée, non pas par la proposition elle-même, mais par ce qu'elle révélait de l'évolution de Philippe en si peu de temps. De l'homme brisé qui voulait fuir l'hôpital à tout prix, il était devenu quelqu'un qui envisageait à nouveau l'avenir, qui faisait des projets. Était-ce grâce à elle, à leur conversation? Ou aurait-il trouvé ce chemin de toute façon, avec ou sans son intervention? Je devrais continuer ma tournée, dit-elle finalement, consciente d'avoir déjà passé plus de temps que nécessaire dans cette chambre. Y a-t-il autre chose dont vous auriez besoin avant que je parte? Philippe secoua légèrement la tête, puis sembla se raviser. En fait, oui, j'aimerais sortir de cette chambre aujourd'hui, même brièvement, voir autre chose que ces 4 murs commençant à me donner un sentiment de claustrophobie. Marie réfléchit rapidement. L'état de Philippe s'était considérablement amélioré et une courte promenade dans les couloirs ne présentait pas de risque médical significatif. Je pense que c'est possible, acquiesça-t-elle. Pas trop longtemps et avec une chaise roulante pour cette première sortie. Je reviendrai vous chercher après ma pause déjeuner, si ça vous convient. Parfait, sourit Philippe, et Marie fut frappée par la transformation que ce simple sourire opérait sur son visage austère, lui donnant soudain un charme indéniable. En quittant la chambre, Marie sentit une légère confusion l'envahir. La proposition professionnelle de Philippe, bien que flatteuse, soulevait des questions complexes sur les frontières entre relations thérapeutiques et collaboration professionnelle. Et si elle était honnête avec elle-même, il y avait aussi cette troublante attraction qu'elle commençait à ressentir, non pas pour le financier puissant ou le patient vulnérable, mais pour l'homme qu'elle avait entrevu sous ses différentes couches, intelligent, visionnaire, capable d'une réelle introspection. Dans le couloir, elle croisa Claire qui sortait d'une chambre voisine. « Tu as l'air préoccupé », remarqua son amie avec perspicacité. « Longue histoire », soupira Marie. « Je te raconterai dimanche au brunch. »« Ah oui, le brunch !» s'exclama Claire avec enthousiasme. « Tu verras, Marc est vraiment charmant. Médecin humanitaire, intelligent, cultivé. Exactement ton type. » Marie força un sourire, soudain beaucoup moins enthousiaste à l'idée de ce rendez-vous arrangé qu'elle ne l'avait été quelques jours plus tôt. « On verra bien », dit-elle évasivement. Le reste de la matinée s'écoula dans la routine hospitalière habituelle, soins, médicaments, discussions avec les médecins, réconfort des patients anxieux. Pourtant, Marie se surprit plusieurs fois à regarder sa montre, attendant avec une impatience qu'elle se reprochait l'heure où elle emmènerait Philippe pour sa promenade. À 14h30, comme promis, elle se présenta à la chambre 217 avec un fauteuil roulant. Philippe, qui avait enfilé une robe de chambre élégante par-dessus son pyjama, semblait prêt et impatient. « Votre carrosse, monsieur », plaisanta Marie en positionnant le fauteuil près du lit. « J'espérais plutôt une Ferrari », répliqua Philippe avec une lueur amusée dans le regard, avant de s'installer avec précaution dans le fauteuil, grimaçant légèrement lorsque le mouvement réveilla la douleur de ses côtes fracturées. « Une autre fois, peut-être », sourit Marie. « Aujourd'hui, c'est le modèle standard. Où souhaitez-vous aller? Les options sont limitées. J'en ai peur. Couloir, cafétéria ou petit? Jardin intérieur. »« Le jardin sans hésitation, » répondit Philippe. « J'ai besoin d'air frais. » Marie poussa le fauteuil à travers les couloirs animés de l'hôpital, saluant collègues et patients au passage. Elle remarqua que Philippe observait tout avec une attention particulière. L'état des installations, le comportement du personnel, les expressions des patients. Pas comme un simple visiteur,
mais comme quelqu'un qui évaluait, analysait. « Qu'est-ce que vous voyez » demanda-t-elle, curieuse de sa perception. « Un potentiel immense » répondit-il après un moment de réflexion, « et un gâchis monumental. » Cette réponse franche fit sourire Marie. « Belle synthèse » admit-elle. « C'est exactement ce que beaucoup d'entre nous ressentons tous les jours. Un immense potentiel humain bridé par des infrastructures inadéquates et des systèmes obsolètes. » Ils arrivèrent enfin au petit jardin intérieur, un espace modeste mais bien entretenu au centre de l'hôpital, avec quelques bancs disposés autour d'un bassin ornemental. La pluie ayant cessé, l'air était frais et vivifiant, chargé du parfum des quelques fleurs printanières qui avaient commencé à éclore. Marie positionna le fauteuil près d'un banc, à l'abri d'un petit cerisier japonais dont les branches se couvraient de bourgeons roses. « Voulez-vous que je vous laisse un moment de solitude ?» proposa-t-elle, consciente que Philippe n'avait probablement pas eu beaucoup d'intimité ces derniers jours. « Non », répondit-il immédiatement. « Restez, s'il vous plaît, si vous n'avez pas d'autres obligations, bien sûr. » Marie consulta sa montre. Elle avait encore une vingtaine de minutes avant de devoir retourner à ses autres patients. « Je peux rester un peu », dit-elle, en s'asseyant sur le banc à côté du fauteuil roulant. Un silence paisible s'installa, interrompu seulement par le léger clapotis de l'eau dans le bassin et le chant distant d'un merle. Philippe ferma les yeux un instant, son visage tourné vers le soleil qui perçait timidement à travers les nuages. « C'est étrange, » dit-il finalement, les yeux toujours clos. « Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai simplement existé, sans téléphone, sans réunion, sans objectif immédiat. » Marie l'observa discrètement, frappée par la vulnérabilité que révélait cette confession. « C'est l'un des paradoxes de l'hospitalisation, » répondit-elle doucement. « On est arraché à sa vie, quotidienne, parfois violemment, et cela peut être terriblement perturbant. Mais ça peut aussi offrir une pause forcée, un moment pour respirer. » Philippe ouvrit les yeux et la regarda avec une intensité qui la troubla. « Je n'aurais jamais imaginé dire cela il y a 3 jours, mais je crois que cet accident a été nécessaire. »« Nécessaire ?» répéta Marie, surprise par ce choix de mots. « Pour m'arrêter, pour me forcer à voir ce que j'avais perdu de vue depuis trop longtemps. » Il fit une pause, semblant chercher ses mots avec soin. « Toute ma vie adulte, j'ai poursuivi le succès comme on poursuit un mirage dans le désert. J'ai bâti une fortune, gagné l'admiration de mes pairs, créé des entreprises qui emploient des milliers de personnes. Et pourtant, quelque part en chemin, j'ai oublié pourquoi je faisais tout cela. » Marie écoutait attentivement, touchée par cette confidence inattendue. « Mon père était médecin, » continua Philippe, le regard perdu dans le bassin d'eau claire. « Un chirurgien brillant qui a sauvé d'innombrables vies. Il voulait que je suive ses traces, mais j'ai choisi la finance, attiré par l'action, le pouvoir, peut-être aussi pour me distinguer de son ombre écrasante. Je me suis dit que je pourrais faire plus de bien en créant de la richesse qu'en guérissant des individus un par un. Les deux approches ont leur valeur, observa gentiment Marie. Peut-être, mais quelque part, j'ai perdu de vue la finalité. La richesse est devenue une fin en soi, pas un moyen d'accomplir quelque chose de significatif. » Il eut un rire sans joie. « Il a fallu que je fracasse ma voiture contre un mur de sécurité et que je rencontre une infirmière têtue pour m'en rendre compte. » Marie sourit à cette description. « Têtue ? Je préfère persuasive. Têtue, persistante et remarquablement perspicace, » insista Philippe avec un sourire en coin. « Vous m'avez vu, Marie. Pas le PDG, pas le millionnaire, pas la cible potentielle à exploiter. Juste moi. » Ces mots touchèrent Marie plus profondément qu'elle ne l'aurait voulu. N'était-ce pas là l'essence même de sa conception des soins? Voir la personne, pas seulement le patient ou la maladie. « C'est mon travail, » dit-elle simplement, tentant de maintenir une distance professionnelle malgré l'émotion qui montait en elle. « Non, » réfuta doucement Philippe. « Votre travail était de vérifier mes constantes, de changer mes pansements et d'administrer mes médicaments. Ce que vous avez fait va bien au-delà. » Leurs regards se croisèrent, et Marie sentit une connexion qui dépassait largement le cadre soignant-patient. Quelque chose de profond, de résonnant, qui l'effrayait autant qu'il l'attirait. « Je devrais vous ramener, » dit-elle finalement, rompant le contact visuel et consultant sa montre pour se donner une contenance. « Mes autres patients m'attendent. » Philippe acquiesça silencieusement, acceptant la fin de ce moment suspendu. Alors que Marie se levait pour reprendre la poignée du fauteuil roulant, il tendit soudain la main et effleura la sienne. « Merci, dit-il simplement, pour bien plus que les soins médicaux. »
Le trajet de retour vers la chambre se fit dans un silence chargé d'émotions non exprimées. Marie sentait que quelque chose d'important s'était produit dans ce jardin, un tournant peut-être dans la vie de Philippe, mais aussi potentiellement dans la sienne. Alors qu'ils atteignaient la chambre 217, ils furent accueillis par une femme élégante d'une quarantaine d'années, vêtue d'un tailleur gris impeccable qui patientait devant la porte. « Philippe, enfin !» s'exclama-t-elle avec un mélange de soulagement et d'exaspération. « J'ai essayé de t'appeler toute la matinée. »« Juliette !» répondit Philippe, son ton redevenant instantanément plus formel, plus distant. « Je ne m'attendais pas à te voir aujourd'hui. »« La situation avec Berger s'aggrave », expliqua rapidement l'assistante, jetant à peine un regard à Marie. « Il menace de convoquer un conseil d'administration exceptionnel pour remettre en question ta présidence. Il prétend que ton accident était une tentative de suicide qui te rend inapte à diriger l'entreprise. » Marie, mal à l'aise d'assister à cette conversation visiblement privée, s'apprêtait à se retirer discrètement lorsque Philippe la retint. « Marie, je vous présente Juliette Moreau, mon assistante personnelle depuis 10 ans. Juliette, voici Marie Dufresne, l'infirmière qui m'a empêché de commettre la plus grande erreur de ma vie en quittant cet hôpital prématurément. » Juliette dévisagea Marie avec un intérêt nouveau, lui tendant une main parfaitement manucurée. « Enchantée, dit-elle poliment, et merci d'avoir pris soin de lui. Philippe est essentiel à beaucoup de choses. »« Je n'ai fait que mon travail, » répondit Marie, soudain consciente du fossé qui séparait son monde de celui de ces personnes. Un univers de pouvoir, d'argent et d'intrigues corporatives qui lui était totalement étranger. « Je vais vous laisser, » ajouta-t-elle rapidement. « Monsieur Marceau, n'oubliez pas de vous reposer malgré vos obligations professionnelles. » Philippe la regardait intensément, comme s'il voulait la retenir, mais finit par acquiescer. « À plus tard, Marie, » dit-il simplement, une promesse implicite dans ces 3 mots. En s'éloignant dans le couloir, Marie entendait déjà Juliette exposer à Philippe les détails complexes de la crise qui semblait menacer son entreprise. Elle se sentit soudain ramenée à la réalité, celle où Philippe Marceau était un homme puissant avec des responsabilités immenses, un monde à des années-lumière du sien. Pourtant, alors qu'elle reprenait sa routine auprès des autres patients, elle ne pouvait s'empêcher de repenser à leur moment dans le jardin, à cette connexion qu'elle avait ressentie, à cette vulnérabilité partagée. Quelque chose s'était tissé entre eux, quelque chose de fragile et de précieux. Demain marquerait la fin de leur accord de 3 jours. Philippe serait libre de partir, de retourner à son monde de conseil d'administration et de lutte de pouvoir. Marie retrouverait sa vie d'infirmière dévouée, avec ses joies simples et ses défis quotidiens. Mais au fond d'elle-même, elle savait que rien ne serait plus tout à fait comme avant. Car en l'espace de ces 3 jours, 2 êtres s'étaient véritablement rencontrés, au-delà des rôles sociaux et des apparences. Et cette rencontre, aussi improbable fût-elle, allait changer bien plus que leurs vies individuelles. Le 4e jour se leva sur l'hôpital Saint-Antoine baigné dans une lumière dorée, comme si la nature elle-même célébrait un nouveau départ. Marie arriva plus tôt que d'habitude, une nervosité inhabituelle animant ses gestes alors qu'elle se changeait dans les vestiaires. La réunion de transmission révéla que Philippe avait eu des visiteurs jusqu'à tard dans la soirée, des types en costume, selon l'infirmier de nuit, qui avait tenu ce qui ressemblait à un conseil de guerre dans la chambre 217. Malgré cette activité intense, les constantes du patient étaient restées stables, et il avait même demandé spécifiquement à être réveillé tôt ce matin. « Il semble déterminé à sortir aujourd'hui », conclut l'infirmier de nuit. Le docteur Mercier passera à 9 heures pour évaluer la situation. Mais d'un point de vue médical, rien ne justifie vraiment de le retenir plus longtemps. Marie accueillit cette information avec des sentiments mitigés. D'un côté, le rétablissement rapide de Philippe était une victoire professionnelle. L'homme brisé et désespéré des premiers jours avait retrouvé une volonté de vivre et de se battre. De l'autre, elle ne pouvait ignorer cette pointe de regret à l'idée de le voir partir, de perdre cette connexion particulière qui s'était établie entre eux. Lorsqu'elle entra dans la chambre 217, elle fut surprise de trouver Philippe, déjà habillé d'un costume sombre parfaitement taillé, en train de ranger méthodiquement ses affaires dans une valise en cuir. La transformation était saisissante. De patient vulnérable, il était redevenu le puissant homme d'affaires, son masque social fermement remis en place. « Bonjour », dit-elle, tentant de garder un ton léger malgré la boule qui s'était formée dans sa gorge.
Je vois que vous n'attendez pas l'avis médical pour préparer votre départ. Philippe se tourna vers elle, et Marie fut soulagée de voir que malgré l'apparence extérieure retrouvée, son regard contenait toujours cette chaleur qu'elle avait vue naître ces derniers jours. « Marie, » dit-il avec un sourire qui adoucissait ses traits austères, « je me demandais si je vous verrais avant de partir. Je commence toujours ma journée par la chambre 217, répondit-elle simplement. Une habitude prise ces derniers jours. Un silence s'installa, chargé de non-dits et de possibilités. Philippe fut le premier à le rompre. J'ai eu une nuit mouvementée, commença-t-il. Mon associé, ou devrais-je dire ex-associé, tente de profiter de ma situation pour prendre le contrôle de l'entreprise. Une manœuvre prévisible mais qui demande une réponse immédiate. Marie hocha la tête, comprenant que les réalités du monde extérieur venaient de rattraper brutalement la bulle qu'ils avaient à partager. « Je comprends, » dit-elle. « Vous avez des responsabilités qui vous attendent. » « Oui, mais pas seulement celles auxquelles vous pensez. » Philippe termina de fermer sa valise, puis s'approcha de Marie, réduisant la distance physique entre eux d'une manière qui aurait pu sembler intimidante si ce n'était pour la douceur inhabituelle de son expression. « Notre accord de 3 jours est terminé, » continua-t-il. « J'ai tenu ma parole et vous avez tenu la vôtre. Mais je ne veux pas que cela se termine ici, Marie. » Le cœur de Marie s'accéléra malgré elle. « Que voulez-vous dire ?» demanda-t-elle, sa voix légèrement moins assurée qu'à l'accoutumée. « Ma proposition concernant le projet des cliniques urbaines tient toujours, » expliqua Philippe. « Plus que jamais, en fait. La crise avec mon associé a clarifié beaucoup de choses dans mon esprit. Je ne veux plus seulement générer des profits. Je veux créer quelque chose de significatif, quelque chose qui fait une différence réelle. » Il sortit de la poche intérieure de sa veste une carte de visite qu'il tendit à Marie. « Mes coordonnées personnelles, » précisa-t-il. Pas celles que je donne habituellement. J'aimerais que vous réfléchissiez sérieusement à ma proposition. Votre perspective, votre expérience de terrain serait inestimable pour ce projet. Marie prit la carte, la regardant un instant avant de la glisser dans la poche de sa blouse. « Je vais y réfléchir, » promit-elle. « Sincèrement, c'est tout ce que je demande, » sourit Philippe. Puis, après une légère hésitation, il ajouta « Et peut-être, pourrions-nous discuter de tout cela autour d'un dîner ? Une fois que je ne serai plus officiellement votre patient, bien sûr. » La proposition était claire, son intention transparente. Ce n'était plus seulement une collaboration professionnelle qui était suggérée, mais la possibilité d'explorer cette connexion personnelle qui s'était établie entre eux. Marie sentit ses joues s'empourprer légèrement, prise au dépourvu par cette invitation directe. « Je... » commença-t-elle, incertaine de la réponse appropriée. Elle fut sauvée par l'arrivée du docteur Mercier qui entra dans la chambre sans frapper, un dossier à la main. « Ah, je vois que vous êtes déjà prêt à partir, monsieur Marceau, » constata le médecin avec satisfaction. « Laissez-moi juste faire un dernier examen pour formaliser votre sortie. » Marie profita de cette interruption pour se retirer discrètement, le cœur battant, l'esprit en ébullition. Dans le couloir, elle s'adossa un instant au mur, tentant de remettre de l'ordre dans ses pensées. Philippe Marceau, l'un des hommes les plus riches et puissants de France, venait de lui proposer à la fois une collaboration professionnelle et une exploration personnelle. Était-ce réel ou simplement la gratitude d'un patient envers celle qui l'avait aidé? Dans un moment de vulnérabilité extrême, une émotion qui s'estomperait dès qu'il retrouverait sa vie normale. Sa journée se poursuivit dans un brouillard de routine professionnelle, son corps effectuant les gestes habituels, tandis que son esprit revenait sans cesse à cette conversation matinale. Vers midi, alors qu'elle passait devant la chambre 217, elle constata qu'elle était déjà vide, les draps changés, prête à accueillir un nouveau patient. Philippe était parti sans qu'elle puisse lui dire au revoir, emporté par les urgences de sa vie de chef d'entreprise. Une vague de déception la traversa, rapidement suivie d'un sentiment de ridicule envers sa propre réaction. Qu'avait-elle espéré? Une scène de film où il l'attendrait pour un adieu romantique? C'était absurde, infantile même. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Marie était déterminée à remettre cette étrange expérience à sa juste place. Une rencontre professionnelle intense, peut-être significative pour tous les deux, mais qui appartenait désormais au passé. Elle sortit la carte de visite de sa poche, hésitant entre la ranger soigneusement et la jeter pour tourner définitivement la page. Le téléphone sonna, interrompant ses réflexions. C'était Claire, appelant pour confirmer le brunch du dimanche. « Alors, toujours partante pour rencontrer Marc ?» demanda son amie avec enthousiasme. «
Marie hésita une fraction de seconde. « Bien sûr, répondit-elle finalement. J'ai hâte de le rencontrer. » Après avoir raccroché, elle regarda une dernière fois la carte de Philippe, avant de la glisser dans un tiroir de son bureau. Pas tout à fait conservée, pas tout à fait jetée, comme ses sentiments, en suspens, en attente d'une clarté qui ne viendrait peut-être jamais. Les jours suivants s'écoulèrent dans une normalité presque décevante. Marie reprit sa routine hospitalière, se réinvestissant pleinement dans les soins aux patients qui se succédaient dans son service. Pourtant, elle se surprenait parfois à regarder distraitement vers la chambre 217, désormais occupée par une femme âgée récupérant d'une pneumonie. Le dimanche arriva, apportant avec lui le fameux brunch chez Claire et Thomas. Marie s'habilla avec soin, une robe printanière simple mais élégante, des ballerines confortables, un maquillage léger qui mettait en valeur ses yeux verts. Elle se regarda dans le miroir, se demandant fugitivement ce que Philippe penserait d'elle dans cette tenue, avant de chasser cette pensée avec irritation. Marc s'avéra être exactement comme Claire l'avait décrit, médecin humanitaire séduisant dans la trentaine, intelligent et visiblement intéressé par Marie. La conversation pendant le brunch fut agréable, portant sur leurs expériences professionnelles respectives, leurs voyages, leurs goûts culturels. Marc racontait avec passion ses missions en Afrique subsaharienne, ses yeux s'animant lorsqu'il décrivait les défis et les récompenses de la médecine en zone de conflit. « Et toi, Marie ?» demanda-t-il à un moment. « Tu n'as jamais envisagé de mettre tes compétences au service de causes internationales ?»« Honnêtement, non, » admit-elle. « J'ai toujours senti que ma place était ici, à servir ma propre communauté. Il y a tant à faire, même dans un pays privilégié comme le nôtre. » Marc hocha la tête avec compréhension. « Je respecte ça. Chaque soignant doit trouver son terrain de bataille. » La conversation dériva vers d'autres sujets, et Marie se surprit à apprécier sincèrement la compagnie de cet homme, sa passion, son intelligence, sa gentillesse évidente. Pourtant, quelque chose manquait, cette étincelle, cette résonance qu'elle avait ressentie presque instantanément avec Philippe. Après le brunch, Marc proposa de la raccompagner chez elle. Ils marchèrent tranquillement dans les rues parisiennes, baignés de soleil printanier, continuant leur conversation agréable. Devant l'immeuble de Marie, il s'arrêta la regardant avec une question évidente dans les yeux. « J'ai passé un très bon moment, » dit-il sincèrement. « J'aimerais beaucoup te revoir, Marie. » Elle sourit, touchée par sa franchise. « Moi aussi, j'ai apprécié ce brunch, » répondit-elle honnêtement. « Mais je dois être transparente avec toi, Marc. Je sors d'une situation compliquée. J'ai besoin d'un peu de temps pour y voir clair. » Marc acquiesça, sans insister. « Je comprends. Prends le temps qu'il te faut. Je ne suis pas pressé. » Il se pencha pour déposer un léger baiser sur sa joue, puis s'éloigna avec un dernier sourire et un signe de la main. Marie le regarda partir, ressentant un mélange de gratitude pour sa compréhension et de culpabilité pour son propre manque d'enthousiasme face à ce qui semblait être une opportunité parfaite. Montant les escaliers jusqu'à son appartement, elle réfléchissait à cette situation compliquée qu'elle avait évoquée. Était-ce vraiment si complexe? Ou était-elle simplement en train de romancer une rencontre professionnelle intense, d'y projeter des émotions qui n'avaient peut-être jamais existé que dans son imagination? En entrant chez elle, Marie fut accueillie par le silence familier de son appartement. Elle se dirigea vers la cuisine pour se faire un thé, passant devant son bureau où, elle le savait, la carte de Philippe attendait dans un tiroir. Presque malgré elle, elle ouvrit le tiroir et prit la carte, contemplant une nouvelle fois le nom élégamment imprimé, le numéro de téléphone personnel, l'adresse e-mail. C'était ridicule, pensa-t-elle. Philippe Marceau avait probablement déjà oublié leur conversation, pris dans le tourbillon de sa vie d'homme d'affaires et des crises qu'il devait gérer. Sa proposition n'était peut-être qu'un élan momentané de gratitude, un engagement pris dans l'émotion du moment, mais sans réelle intention de suivi. Et pourtant, presque sans réfléchir, Marie prit son téléphone et composa le numéro indiqué sur la carte. Son cœur battait la chamade alors que les tonalités se succédaient. Elle était sur le point de raccrocher, soudain consciente de l'absurdité de son geste, lorsque la voix de Philippe résonna à l'autre bout de la ligne. « Marceau !» répondit-il simplement, son ton professionnel et distant. Marie hésita une fraction de seconde. « Bonjour, c'est Marie Dufresne » dit-elle finalement, sa voix plus assurée qu'elle ne l'aurait cru possible. Un silence, puis la voix de Philippe changea complètement, se réchauffant instantanément. « Marie » dit-il,
comme si son nom était une révélation. Je commençais à penser que vous ne m'appelleriez pas. Cette réponse, la joie évidente dans sa voix, balaya d'un coup tous les doutes de Marie. « J'ai réfléchi à votre proposition, dit-elle, concernant le projet des cliniques urbaines. Et, la question était simple, mais chargée d'attente. Je suis intéressé, admit Marie, mais j'aurais besoin d'en savoir plus avant de m'engager. Bien sûr, répondit Philippe. Que diriez-vous d'en discuter autour de ce dîner que je vous ai proposé? Marie sourit, reconnaissante qu'il n'ait pas oublié cette invitation, qu'il la réitère avec la même assurance tranquille. J'aimerais beaucoup, acquiesça-t-elle. Demain soir, proposa-t-il. Je connais un petit restaurant dans le Marais, discret, excellent, parfait pour une conversation. Approfondie. Demain soir sera parfait, accepta Marie, surprenant sa propre audace. Ils convinrent d'une heure et d'un lieu de rendez-vous, puis raccrochèrent après un bref au revoir. Marie resta immobile un moment, le téléphone encore à la main, un sourire involontaire éclairant son visage. Qu'était-elle en train de faire exactement? S'engager dans une collaboration professionnelle potentiellement significative ou explorer une connexion personnelle qui défiait toute logique sociale et pratique? Peut-être les deux, peut-être ni l'un ni l'autre. Mais pour la première fois depuis longtemps, Marie se sentait pleinement vivante, vibrante d'une anticipation qui allait bien au-delà des plaisirs simples et des satisfactions mesurées de sa vie ordinaire. Elle se dirigea vers son armoire, évaluant mentalement sa garde-robe limitée, se demandant ce qui conviendrait pour un dîner avec un homme comme Philippe Marceau. Puis elle se mit à rire d'elle-même. Elle, Marie Dufresne, sa infirmière dévouée et ordinaire, s'inquiétant de sa tenue pour rencontrer l'un des hommes les plus riches de France. La vie avait décidément le sens de l'ironie. 4 jours plus tôt, elle se battait pour convaincre cet homme que sa vie valait la peine d'être vécue. Et maintenant, c'était lui qui avait ravivé en elle une étincelle qu'elle n'avait pas réalisée s'être éteinte, celle de l'aventure, de l'inconnu, de la possibilité. Demain soir marquerait peut-être le début d'un nouveau chapitre dans sa vie, ou peut-être simplement un dîner intéressant, une anecdote à raconter plus tard. Mais une chose était certaine, Marie ne regrettait pas d'avoir composé ce numéro, d'avoir franchi ce pas vers l'inconnu. Car parfois les plus belles histoires commencent par un simple bonjour et le courage de l'inattendu. Le restaurant que Philippe avait choisi était niché dans une ruelle pavée du Marais. Son entrée discrète marquée uniquement par une lanterne en fer forgé et une petite plaque en cuivre indiquant « Chez Maurice ». Rien dans cette façade modeste ne laissait deviner que l'établissement comptait parmi les tables les plus exclusives de Paris, fréquentées par ceux qui cherchaient non pas à voir et être vus, mais à savourer une cuisine exceptionnelle dans l'intimité la plus totale. Marie, vêtue d'une robe noire simple mais élégante, qu'elle gardait pour les rares occasions spéciales, se sentait étrangement nerveuse en poussant la porte du restaurant. Ce n'était pas son monde, ces lieux où les puissants se retrouvaient loin des regards, où les décisions qui façonnaient le destin de milliers de personnes se prenaient entre une bouchée de foie gras et une gorgée de vin millésimé. Un maître d'hôtel, à l'allure patricienne, l'accueillit avec une déférence mesurée. « Madame est attendue » demanda-t-il poliment. « Oui, par monsieur Marceau » répondit Marie, surprise par la fermeté de sa propre voix malgré son appréhension. Le visage de l'homme s'éclaira d'une reconnaissance immédiate. « Bien sûr, mademoiselle Dufresne. Monsieur Marceau vous attend dans notre salon privé, si vous voulez bien me suivre. » Marie fut surprise d'entendre son nom. Philippe avait visiblement planifié cette soirée avec soin. Elle suivit le maître d'hôtel à travers la salle principale, notant au passage l'atmosphère feutrée, les conversations murmurées, la discrétion étudiée du service. Ils traversèrent une petite cour intérieure, garnie de plantes grimpantes et d'un olivier centenaire. Puis le maître d'hôtel ouvrit une porte, donnant sur un salon privé. Philippe se leva immédiatement à son entrée. Vêtu d'un costume gris anthracite sur une chemise blanche sans cravate, il dégageait une élégance naturelle qui semblait n'appartenir qu'à lui. Marie fut frappée par sa transformation depuis l'hôpital. Debout dans cet environnement qui était le sien, il imposait une présence magnétique, une autorité tranquille qui contrastait avec la vulnérabilité qu'elle avait connue. « Marie », dit-il avec un sourire qui adoucissait instantanément ses traits austères, « je suis vraiment heureux que vous ayez accepté cette invitation. » Il s'avança pour l'accueillir, déposant un léger baiser sur chacune de ses joues, le rituel social français habituel, mais qui sembla chargé d'une signification particulière dans ce contexte. « Le lieu vous plaît »
demanda-t-il en l'invitant à s'asseoir sur la banquette confortable face à lui. « J'ai pensé qu'un endroit calme serait préférable pour notre conversation. »« C'est impressionnant, » admit Marie en observant la décoration raffinée du salon privé, avec ses murs tendus de soie, ses luminaires discrets et la table impeccablement dressée pour deux. Très différent de la cafétéria de l'hôpital. Philippe rit, un son que Marie réalisa n'avoir jamais véritablement entendu pendant son hospitalisation. « J'ose espérer que la nourriture sera également d'un autre niveau, » plaisanta-t-il. « Bien que je doive admettre que votre café de l'autre jour avait quelque chose de mémorable. » Ce rappel de leur complicité à l'hôpital détendit légèrement l'atmosphère. Un sommelier s'approcha discrètement, présentant une bouteille à Philippe qui acquiesça après un bref examen. « J'ai pris la liberté de commander un vin que j'apprécie, particulièrement, » expliqua-t-il à Marie. « Mais si vous préférez autre chose, je vous fais confiance, » répondit-elle simplement. « Après tout, vous m'avez bien fait confiance pendant 3 jours. » Leurs regards se croisèrent, et dans ce bref échange silencieux, passa toute la reconnaissance de ce qu'ils avaient partagé durant cette période intense. La vulnérabilité, l'honnêteté, la connexion humaine au-delà des conventions sociales. Le sommelier servit le vin, un Sancerre d'une pâleur cristalline, puis se retira discrètement. Philippe leva son verre. « À notre rencontre, » proposa-t-il, aussi inattendue soit-elle. « À notre rencontre, » confirma Marie en touchant légèrement son verre au sien. Le premier contact du vin sur ses lèvres fut une révélation. Des notes minérales, fruitées, d'une complexité qu'elle n'avait jamais expérimentée dans les vins modestes qu'elle s'offrait occasionnellement. « C'est extraordinaire », reconnut-elle avec franchise. « Comme certaines rencontres. »« Dans la vie, » répondit Philippe, son regard bleu acier ne quittant pas le sien. Un serveur apparut, présentant les menus et expliquant les spécialités du jour. Marie fut soulagée de constater que les prix n'étaient pas affichés, une préoccupation triviale qu'elle n'aurait pas voulu avoir en cette soirée particulière. Une fois leur commande passée, Philippe sembla prendre une décision intérieure, se redressant légèrement avant d'aborder le sujet qui avait officiellement motivé cette invitation. « J'aimerais vous parler plus en détail du projet des cliniques urbaines », commença-t-il, son ton devenant plus professionnel, mais conservant cette chaleur qui semblait désormais réservée à elle. Depuis notre dernière conversation, les choses ont évolué rapidement. Marie l'écoutait attentivement tandis qu'il exposait les développements récents. La tentative de son ex-associé, Berger, de prendre le contrôle de Marceau Investissement avait échoué, grâce à l'intervention de partenaires loyaux et à des manœuvres juridiques habiles. Cette crise avait paradoxalement renforcé la détermination de Philippe à poursuivre son projet de clinique, mais avec une ambition renouvelée. « J'ai décidé de créer une fondation séparée », expliqua-t-il, la passion animant désormais sa voix, indépendante de Marceau Investissement. Son unique objectif sera de développer et gérer ces cliniques urbaines intégrées, initialement en France, puis potentiellement à l'international. Il sortit de sa serviette en cuir fin une tablette qu'il fit glisser vers Marie. Voici les plans actualisés pour le premier établissement à Lyon. Les architectes ont travaillé jour et nuit pour intégrer les retours des médecins et infirmières consultés, mais il marqua une pause significative. Il nous manque toujours cette vision authentique du terrain, celle de quelqu'un qui comprend viscéralement les besoins réels des patients et du personnel soignant. C'est là que vous interviendriez, Marie. Marie parcourut les plans sur la tablette, impressionnée par l'attention aux détails, la réflexion évidente derrière chaque espace. « Quel serait exactement mon rôle ?» demanda-t-elle, intriguée mais prudente. « Consultante principale pour l'expérience patient et personnelle », répondit immédiatement Philippe. « Vous travailleriez directement avec moi et l'équipe de conception. Votre mission serait d'examiner chaque aspect du projet à travers le prisme de votre expérience de terrain, depuis l'agencement des chambres jusqu'au protocole de soins, en passant par la formation du personnel. » Il hésita un instant avant d'ajouter « C'est un poste que je créerai spécifiquement pour vous, Marie, avec une rémunération conséquente, bien entendu, et une flexibilité totale pour vous permettre de poursuivre votre travail à l'hôpital si vous le souhaitez. » Marie sentit le poids de cette proposition, l'opportunité professionnelle extraordinaire qu'elle représentait, mais aussi la responsabilité immense qu'elle impliquerait. « C'est très généreux, » dit-elle finalement, « et incroyablement tentant, mais je dois vous demander, Philippe, pourquoi moi ? Il existe des experts en conception hospitalière, des consultants spécialisés avec des années d'expérience dans ce domaine précis.
Le regard de Philippe s'intensifia, comme s'il cherchait à lui faire comprendre quelque chose d'essentiel. « Parce que vous voyez ce qu'ils ne voient pas », répondit-il simplement. « Ces experts connaissent les normes, les statistiques, les tendances. Mais vous, Marie, vous connaissez l'âme d'un hôpital. Vous comprenez la différence entre un établissement de santé fonctionnel et un lieu qui guérit véritablement. » Il fit une pause, semblant chercher ses mots avec soin. « Vous m'avez vu, Marie. Pas mon dossier médical, pas mon statut social, mais moi. C'est cette vision que je veux pour ce projet, la capacité de voir l'humain derrière chaque patient, chaque soignant. » Marie fut touchée par la sincérité évidente de ses paroles. Avant qu'elle puisse répondre, le premier service arriva. Une entrée de Saint-Jacques délicatement poêlée sur un lit de purée de céleri truffé. La présentation était aussi artistique que parfumée. Ils savourèrent les premières bouchées en silence, laissant à Marie le temps d'assimiler cette proposition et ses implications. « Je serais malhonnête si je disais que cette opportunité ne m'intéresse pas », admit-elle finalement. L'idée de contribuer à repenser les soins hospitaliers, de créer un modèle qui pourrait réellement faire la différence. C'est exactement le genre de projet qui donne du sens à notre travail. Elle prit une gorgée de vin avant de poursuivre, pesant soigneusement ses mots. « Mais je dois être franche, Philippe. Je m'interroge sur la nature de cette proposition. » Philippe la regarda intensément, comprenant immédiatement la question sous-jacente. « Vous vous demandez si je vous offre cette position uniquement en raison de notre connexion. »« Personnelle » traduisit-il avec franchise. Marie acquiesça, soulagée qu'il aborde directement ce sujet délicat. « Je ne nierai pas que notre rencontre a été significative pour moi, » continua Philippe, choisissant ses mots avec soin. « Vous êtes entrée dans ma vie à un moment où je touchais le fond, Marie, et vous m'avez offert bien plus que des soins médicaux. Vous m'avez rappelé ce que signifie être pleinement humain, avec ses vulnérabilités et ses aspirations. » Il prit une respiration avant de poursuivre. « Mais ma proposition professionnelle est entièrement basée sur vos compétences et votre vision. Je sépare complètement les deux aspects. Si vous acceptez ce rôle, vous serez jugé uniquement sur votre contribution au projet, pas sur notre relation personnelle, quelle qu'elle puisse devenir. » Cette dernière phrase flotta entre eux, chargée de possibilités non exprimées. Et quelle pourrait-elle devenir, cette relation? Osa demander Marie, son cœur battant soudain plus fort. Philippe la regarda longuement, comme s'il mesurait la portée de sa réponse. « Je ne sais pas, » admit-il avec une honnêteté désarmante. « Je sais seulement que depuis que j'ai quitté l'hôpital, je n'ai cessé de penser à vous, à nos conversations, à cette connexion que je n'ai jamais ressentie avec personne d'autre. » Il tendit la main à travers la table, effleurant légèrement ses doigts des siens, un contact léger mais électrisant. « Je propose que nous découvrions ensemble ce que cela pourrait devenir. Sans pression, sans attente préconçue, juste deux personnes explorant une possibilité. » Marie sentit une chaleur se répandre en elle, un mélange d'excitation et d'appréhension. « Et si cela ne fonctionne pas ?» demanda-t-elle doucement. « La collaboration professionnelle en souffrirait inévitablement. Alors nous serions deux adultes matures qui sauraient séparer leur vie personnelle et professionnelle, » répondit Philippe sans hésitation. « Je vous donne ma parole que quoi qu'il arrive entre nous, votre position au sein du projet sera respectée et valorisée pour ce qu'elle est, essentielle. » Marie médita ces paroles tandis que le plat principal était servi. Un filet de bœuf Wellington, accompagné de légumes de saison et d'une sauce au vin rouge, réduite à la perfection. L'excellence culinaire contrastait avec la simplicité de la conversation qui se déroulait, deux êtres humains tentant de naviguer dans les eaux complexes des relations professionnelles et personnelles entremêlées. « J'aimerais vous montrer quelque chose, » dit soudain Philippe après quelques bouchées appréciatives. Il sortit son téléphone et afficha une photo qu'il fit glisser vers Marie. « C'est le terrain que nous avons acquis pour la première clinique à Lyon, 10 000 mètres carrés dans un quartier mixte, à proximité à la fois de zones résidentielles aisées et de quartiers plus populaires. » Marie examina la photo, visualisant déjà le potentiel de cet espace. « La première pierre sera posée dans 3 semaines, » poursuivit Philippe. « J'aimerais que vous soyez là, Marie, que vous voyiez le début de ce qui pourrait être notre aventure commune. » Cette invitation, formulée avec tant d'espoir contenu, toucha profondément Marie. Elle réalisa que malgré ses hésitations légitimes, elle avait déjà pris sa décision, peut-être dès l'instant où elle avait composé le numéro de Philippe la veille. « J'y serai, dit-elle simplement. »
Et le sourire qui illumina le visage de Philippe valait toutes les incertitudes du monde. Le reste du dîner se déroula dans une atmosphère plus légère, leur conversation naviguant entre considérations professionnelles sur le projet et découvertes mutuelles de leur vie, de leur passion, de leurs rêves. Marie découvrit un Philippe différent de l'homme, d'affaires impitoyable, dépeint par les médias. Un homme cultivé, attentif, capable d'une réelle curiosité pour le monde au-delà de sa sphère privilégiée. Philippe, quant à lui, semblait fasciné par le parcours de Marie, par sa résilience face à l'adversité, par sa capacité à trouver du sens dans un travail souvent difficile et sous-valorisé. « Vous auriez pu choisir une voie plus facile », observa-t-il alors qu'il partageait un dessert, une tarte au citron meringuée déconstruite, œuvre d'art, culinaire aux saveurs parfaitement équilibrées. « Peut-être », concéda Marie. « Mais aurais-je trouvé la même satisfaction ? Je ne crois pas au hasard, Philippe. Chaque expérience, même douloureuse, nous façonne pour un but précis. Comme notre rencontre, suggéra-t-il doucement. Comme notre rencontre, confirma-t-elle, leurs regards se rencontrant dans une compréhension partagée. Lorsqu'ils quittèrent finalement le restaurant, la nuit parisienne les enveloppa de sa douceur printanière. Une voiture avec chauffeur attendait, mais Philippe suggéra une marche jusqu'au pont des Arts, tout proche. « Si vous n'êtes pas trop fatigué, ajouta-t-il, attentif à son confort. « Une promenade me ferait du bien, accepta Marie, reconnaissante pour cette opportunité de prolonger la soirée dans un cadre moins formel. Ils marchèrent côte à côte, leurs pas s'accordant naturellement, tandis qu'ils traversaient les rues pavées du vieux Paris. Sur le pont illuminé, ils s'arrêtèrent pour contempler la scène qui reflétait les lumières de la ville dans un miroir mouvant. « C'est étrange », murmura Philippe, appuyé contre le parapet à côté d'elle. « Toute ma vie, j'ai traversé Paris en voiture, passant d'une réunion à l'autre, d'un immeuble climatisé à un restaurant étoilé sans jamais vraiment voir. »« Voir quoi ?» demanda doucement Marie. « La beauté simple de tout ceci, » répondit-il, en désignant d'un geste le panorama qui s'offrait à eux, la cathédrale Notre-Dame majestueuse malgré ses cicatrices, les quais animés, le flot ininterrompu de la vie parisienne. J'étais tellement concentré sur la destination que j'en avais oublié le voyage. Marie fut touchée par cette réflexion qui résonnait étrangement avec sa propre expérience, elle qui, depuis la mort de ses parents, s'était tellement investie dans son rôle d'infirmière qu'elle en avait presque oublié de vivre pleinement sa propre vie. « Il n'est jamais trop tard pour commencer à regarder », dit-elle doucement. Philippe se tourna vers elle, et dans la lumière tamisée des réverbères, son visage semblait plus jeune, plus vulnérable. « Marie, dit-il avec une intensité contenue, je ne sais pas où cette aventure nous mènera, mais je sais une chose avec certitude. Rencontrer quelqu'un comme vous est une chance qui ne se présente peut-être qu'une fois dans une vie. Et je ne suis pas prêt à laisser passer cette chance sans explorer pleinement ce qu'elle pourrait nous offrir. » Avant qu'elle puisse répondre, il s'inclina lentement vers elle, lui laissant tout le temps de se détourner si elle le souhaitait. Mais Marie ne bougea pas, son cœur battant une chamade qu'elle n'avait pas ressentie depuis. Avait-elle jamais ressenti cela? Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser d'une douceur inattendue, non pas la passion impétueuse d'un homme habitué à prendre ce qu'il veut, mais la tendresse respectueuse de quelqu'un qui mesure pleinement la valeur du moment partagé. Lorsqu'ils se séparèrent, Marie sentit que quelque chose avait fondamentalement changé en elle, comme si une porte longtemps fermée s'était soudain entr'ouverte, laissant entrevoir des possibilités qu'elle n'avait même pas osé imaginer. « Je devrais vous raccompagner », murmura Philippe, sans lâcher sa main qu'il avait prise dans la sienne. « Oui », acquiesça-t-elle, également réticente à rompre ce moment, mais consciente que chaque histoire a besoin de respirer pour s'épanouir. Le trajet en voiture jusqu'à son appartement se fit dans un silence confortable, leurs mains restant entrelacées comme pour maintenir la connexion établie sur le pont. Devant son immeuble, Philippe descendit pour lui ouvrir la portière et l'accompagna jusqu'à l'entrée. « Je vous appellerai demain », promit-il, « pour discuter des détails pratiques concernant votre rôle dans le projet. »« J'attendrai votre appel », répondit-elle avec un sourire. Il déposa un dernier baiser léger sur ses lèvres avant de la regarder une dernière fois, comme pour imprimer son image dans sa mémoire. « Bonne nuit, Marie. »« Bonne nuit, Philippe. » En montant les marches menant à son appartement, Marie sentit une légèreté qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des années, comme si, après avoir porté si longtemps le poids de la responsabilité envers les autres,
Elle s'autorisait enfin à considérer son propre bonheur comme une priorité légitime. Le destin avait des façons étranges de tisser ses fils, songea-t-elle en ouvrant la porte de son appartement. Qui aurait pu prédire que le patient désespéré de la chambre 217 deviendrait l'homme qui pourrait potentiellement transformer non seulement le paysage des soins de santé en France, mais aussi sa propre existence? L'avenir restait incertain, bien sûr. Les différences sociales, les complexités d'une relation naissante entremêlées à une collaboration professionnelle, les défis inhérents à la création d'un nouveau modèle de soins, tant d'obstacles potentiels se dressaient devant eux. Mais pour la première fois depuis longtemps, Marie n'avait pas peur de l'inconnu, car parfois, le plus grand acte de courage n'est pas de sauver une vie, mais d'oser vivre pleinement la sienne. Et ce soir, sur un pont enjambant la Seine, elle avait fait exactement cela. Elle avait choisi de vivre, d'espérer, de croire que certaines rencontres peuvent véritablement changer le cours d'un destin. Les 3 semaines qui suivirent s'écoulèrent dans un tourbillon d'activités pour Marie. Tout en continuant son travail à l'hôpital, elle s'immergeait progressivement dans le projet des cliniques urbaines, consacrant ses jours de congé à des réunions avec architectes, médecins, consultants et gestionnaires de la nouvelle fondation créée par Philippe. Sa première visite au bureau de Marceau Investissement, situé dans un immeuble moderne du 8e arrondissement avec vue sur l'Arc de Triomphe, avait été intimidante. Les regards curieux des employés élégants qui se demandaient visiblement qui était cette jeune femme que leur patron intransigeant traitait avec tant d'égards. Les salles de conférence aux technologies dernier cri, où ces suggestions étaient soudain considérées comme des contributions précieuses. Le contraste saisissant entre ce monde d'abondance effortless et les couloirs usés de Saint-Antoine où elle continuait de travailler. Pourtant, fidèle à sa promesse, Philippe maintenait une séparation claire entre leurs relations professionnelles et personnelles naissantes. Dans les réunions, il la traitait avec le même respect professionnel qu'il accordait aux autres experts, valorisant ses interventions sans favoritisme apparent. Ce n'était qu'après, lors de dîners intimes ou de promenades dans Paris, qu'ils exploraient cette connexion personnelle qui se renforçait jour après jour. Leur relation évoluait lentement, délibérément, chacun conscient de la complexité de leur situation. Marie découvrait un Philippe différent du financier impitoyable décrit par les médias, un homme profondément marqué par l'absence émotionnelle de son propre père, perpétuellement en quête d'une approbation jamais obtenue. Un homme capable d'une tendresse surprenante, d'une écoute véritable, d'une vulnérabilité qu'il n'avait jamais révélée à personne auparavant. Philippe, quant à lui, semblait redécouvrir à travers Marie un monde qu'il avait cessé de voir. La beauté dans la simplicité, la valeur des petits moments partagés, la richesse des relations authentiques qui transcendaient les considérations matérielles. La veille de la cérémonie de pose de la première pierre à Lyon, Marie se retrouva dans le bureau privé de Philippe au dernier étage de la tour Marceau, finalisant les derniers détails de son intervention prévue pour le lendemain. « Vous êtes nerveuse ?» demanda Philippe, remarquant sa tension alors qu'elle relisait ses notes pour la énième fois. « Un peu », admit Marie avec un sourire contraint. « Parler devant des caméras et des officiels n'était pas exactement dans ma description de poste d'infirmière. » Philippe s'approcha, posant délicatement ses mains sur ses épaules pour les masser doucement. « Vous serez parfaite, assura-t-il. Votre authenticité est justement ce dont ce projet a besoin. Pas des discours policés, mais une vision sincère de ce que ces cliniques peuvent apporter. » Marie se détendit sous son toucher, reconnaissante pour sa confiance. « Et si je déçois vos investisseurs ?» murmura-t-elle, exprimant enfin sa peur sous-jacente. « Si je ne corresponds pas à l'image qu'ils attendent ?» Philippe la fit pivoter sur sa chaise pour qu'elle lui fasse face, s'accroupissant pour être à son niveau. « Marie, écoutez-moi, » dit-il avec une intensité tranquille. « Ces investisseurs ont placé leur confiance en moi, et je place la mienne en vous. Vous êtes l'âme de ce projet, la personne qui garantit que nous ne perdrons jamais de vue notre mission essentielle, créer des établissements de santé centrés sur l'humain, pas sur les profits. » Il prit ses mains dans les siennes, les serrant doucement. « Je ne vous demande qu'une chose demain, d'être vous-même. La femme passionnée, intelligente et profondément humaine qui m'a rappelé pourquoi la vie vaut la peine d'être vécue. » Ces paroles, prononcées avec une sincérité évidente, réchauffèrent Marie jusqu'au plus profond de son être. Pendant ces 3 semaines, leur relation s'était approfondie d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible,
chaque conversation, chaque moment partagé renforçant cette connexion initiale qui les avait surpris tous les deux. « Merci », dit-elle simplement, sachant qu'il comprendrait tout ce que ce mot contenait. Il se redressa, déposant un baiser léger sur son front. « J'ai quelque chose pour vous », annonça-t-il, se dirigeant vers son bureau pour en sortir un écrin plat en cuir bordeaux. « Philippe », commença Marie, soudain mal à l'aise à l'idée d'un cadeau potentiellement extravagant. « Ce n'est pas ce que vous pensez », sourit-il, devinant son appréhension. « Ouvrez-le. » Marie souleva délicatement le couvercle pour découvrir une broche en argent finement ciselée représentant un caducée, le symbole médical entrelacé avec une branche d'olivier. « C'est magnifique », murmura-t-elle, touchée par la sobriété élégante du bijou. « C'était celle de ma mère », expliqua Philippe, sa voix légèrement teintée d'émotion. « Elle était médecin avant d'épouser mon père et de renoncer à sa carrière pour se consacrer à sa famille et aux œuvres caritatives. Je pense qu'elle aurait aimé que vous la portiez demain, pour cette nouvelle aventure qui mêle médecine et humanisme. » Marie fut profondément émue par ce geste, non pas pour la valeur matérielle de l'objet, mais pour sa signification, l'héritage qu'il représentait. « Je serais honorée de la porter », dit-elle doucement. Philippe sourit, visiblement soulagé par sa réaction. « Le jet décollera à 9 h demain matin, dit-il, revenant à des considérations pratiques. J'ai réservé une suite pour vous à l'hôtel près du site, mais... » Il hésita, une nuance d'incertitude inhabituelle dans sa voix. « Mais, » encouragea Marie, « j'espérais que vous accepteriez de partager ma suite, » acheva-t-il, son regard cherchant le sien. « Rien ne vous y oblige, bien sûr. Je comprendrais parfaitement si vous préfériez. » Marie posa un doigt sur ses lèvres, interrompant sa justification inutile. « J'accepte, » dit-elle simplement. Le sourire qui illumina le visage de Philippe à cet instant valait tous les discours du monde. Ces 3 semaines de patience, de découverte mutuelle progressive, avaient créé entre eux une intimité émotionnelle que Marie n'avait jamais connue auparavant. L'étape physique semblait maintenant naturelle, l'évolution logique d'une connexion qui transcendait déjà les conventions ordinaires. Le lendemain, sous un soleil printanier éclatant, Marie se tenait aux côtés de Philippe, sur l'estrade dressée au milieu du terrain, qui accueillerait bientôt la première clinique urbaine intégrée. Vêtue d'un tailleur bleu ciel, un cadeau de Philippe qu'elle avait finalement accepté pour l'occasion, et arborant fièrement la broche argentée sur son revers, elle écoutait les discours officiels avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Le maire de Lyon, des représentants du ministère de la Santé, des investisseurs en costume sombre, tous saluaient l'initiative innovante, vantant ses mérites économiques et sociaux. Puis vint le tour de Philippe, qui s'avança vers le micro avec cette assurance tranquille qui le caractérisait. « Merci à tous d'être présents aujourd'hui pour ce moment significatif », commença-t-il, sa voix posée portant sans effort jusqu'au dernier rang de l'assistance. « Ce projet représente bien plus qu'un investissement financier ou qu'une infrastructure médicale supplémentaire. Il incarne une vision fondamentalement nouvelle de ce que peuvent et doivent être les soins de santé au XXIe siècle. » Il marqua une pause, son regard parcourant l'assemblée, avant de se poser brièvement sur Marie avec une chaleur perceptible. Cette vision n'est pas née dans une salle de conseil d'administration ou dans un cabinet ministériel. Elle est née dans une chambre d'hôpital, la chambre 217 de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, pour être précis. Un murmure parcourut l'assistance, intrigué par cette révélation personnelle inattendue de la part d'un homme habituellement si discret. Il y a un peu plus d'1 mois, j'ai eu un accident de voiture qui aurait dû me coûter la vie. Dans les heures sombres qui ont suivi, j'ai été confronté non seulement à mes blessures physiques, mais aussi à des questions existentielles fondamentales sur le sens de ma vie et de mes accomplissements. Marie sentit une émotion puissante l'envahir en entendant Philippe partager ainsi publiquement cette expérience qui les avait initialement réunis. C'est dans ce moment de vulnérabilité absolue que j'ai rencontré quelqu'un qui a changé ma perspective, une infirmière dont la compassion, l'intelligence et la vision humaniste m'ont rappelé ce que signifie véritablement prendre soin. Son regard se porta directement sur Marie, et pendant un instant, il sembla que tous les autres avaient disparu, qu'ils n'étaient plus que tous les deux. Cette personne m'a montré que la véritable guérison va bien au-delà des protocoles médicaux et des technologies avancées. Elle réside dans la reconnaissance de la dignité inhérente à chaque être humain, dans l'attention aux détails qui font qu'un
Patient se sent vu et valorisé, dans la création d'espaces qui nourrissent l'âme autant que le corps. Philippe se tourna à nouveau vers l'audience, sa voix portant maintenant une passion contagieuse. C'est cette philosophie qui anime le projet que nous inaugurons aujourd'hui. Les cliniques urbaines intégrées ne seront pas seulement des établissements médicaux d'excellence. Elles seront des lieux où l'innovation technologique et l'efficacité gestionnaire seront mises au service de l'humain. Pas l'inverse. Les applaudissements fusèrent, et Philippe leva la main pour les apaiser. Et pour vous présenter plus en détail cette vision humaniste qui constituera le cœur battant de nos cliniques, j'ai l'honneur de céder la parole à celle qui en est largement l'inspiratrice, notre directrice de l'expérience patient et personnelle, Mademoiselle Marie Dufresne. Le cœur battant, Marie s'avança vers le micro, portée par les applaudissements polis mais curieux de l'assemblée. Elle croisa brièvement le regard de Philippe, qui lui adressa un sourire d'encouragement avant de s'écarter. « Merci, Philippe », commença-t-elle, sa voix initialement hésitante se raffermissant rapidement. « Bonjour à tous. Contrairement à la plupart des intervenants aujourd'hui, je ne suis ni une experte en finance, ni une spécialiste en gestion hospitalière. Je suis simplement une infirmière qui, depuis 10 ans, vit quotidiennement la réalité du terrain médical. » Elle marqua une pause, parcourant l'assistance du regard. Cette expérience m'a enseigné une vérité fondamentale. Un hôpital n'est pas seulement un bâtiment rempli d'équipements sophistiqués, c'est avant tout un écosystème humain complexe, où chaque détail, depuis la lumière naturelle dans les chambres jusqu'à l'organisation des espaces de travail du personnel, influence directement la qualité des soins et le processus de guérison. Sa voix gagnait en assurance à mesure qu'elle parlait de ce qu'elle connaissait intimement. Dans les cliniques urbaines intégrées, nous repensons fondamentalement cette expérience. Imaginez des chambres conçues non seulement pour faciliter le travail médical, mais aussi pour préserver la dignité et le confort du patient. Des espaces communs qui favorisent la connexion humaine plutôt que l'isolement. Des postes de soins ergonomiques qui réduisent la fatigue du personnel, permettant ainsi une attention plus soutenue aux besoins individuels. Elle expliqua ensuite comment la technologie serait intégrée de manière invisible mais efficace, comment l'architecture même des bâtiments favoriserait la guérison, comment les protocoles de soins seraient constamment évalués, non seulement sur des critères techniques, mais aussi humains. Notre vision, conclut-elle avec passion, est de créer des établissements où personne, ni patient, ni soignant, ni famille, ne se sentent comme un rouage interchangeable dans une machine impersonnelle. Des lieux où la technologie sert l'humain, et non l'inverse. Des espaces où la guérison est comprise dans sa dimension holistique, physique, émotionnelle et sociale. Elle termina par des remerciements sincères à tous les partenaires impliqués, mais surtout à Philippe, pour avoir eu le courage de transformer une expérience personnelle difficile en une vision qui pourrait bénéficier à des milliers de personnes. Les applaudissements qui suivirent dépassèrent en enthousiasme tout ce qui avait précédé. Marie regagna sa place, les jambes légèrement tremblantes, mais le cœur rempli d'une certitude nouvelle. Elle était exactement là où elle devait être, contribuant à un projet qui incarnait ses valeurs les plus profondes. La cérémonie se poursuivit avec la pose symbolique de la première pierre, Philippe et Marie côte à côte, maniant la truelle d'argent sous les flashs des photographes. Puis vint le cocktail networking, où Marie fut surprise de constater à quel point son discours avait touché les investisseurs et officiels. Plusieurs, venant la féliciter personnellement pour sa vision rafraîchissante et son authenticité bienvenue. « Vous voyez » murmura Philippe à son oreille pendant un bref moment où ils se retrouvèrent seuls. « Je vous avais dit que vous seriez parfaite. » Elle lui sourit, reconnaissante pour sa confiance, mais aussi consciente que quelque chose d'important s'était produit aujourd'hui. Elle avait trouvé sa voie dans ce nouveau rôle, comprenant qu'elle pouvait véritablement faire une différence à une échelle qu'elle n'aurait jamais imaginée auparavant. Plus tard ce soir-là, dans la suite luxueuse de l'hôtel avec vue sur le Rhône, Marie se tenait devant la baie vitrée, contemplant les lumières de la ville qui s'allumaient progressivement dans le crépuscule. Elle sentit Philippe s'approcher derrière elle, ses bras l'enveloppant dans une étreinte tendre. « À quoi pensez-vous » demanda-t-il doucement, son menton reposant légèrement sur son épaule. « À quel point la vie peut être étrange et merveilleuse » répondit-elle, se laissant aller contre lui. « Il y a 6 semaines, j'étais simplement une infirmière parmi d'autres, faisant mon possible dans un système imparfait. Et maintenant, vous êtes sur le point de transformer ce système, » compléta Philippe.
avec votre compassion, votre intelligence et votre détermination. Marie se tourna dans ses bras pour lui faire face, cherchant son regard. Nous le transformons ensemble, corrigea-t-elle. Ce projet est autant le vôtre que le mien. Peut-être, concéda-t-il avec un sourire tendre, mais c'est vous qui lui donnez son âme, Marie. Il caressa doucement sa joue, son regard d'une intensité qui la fit frissonner. Je n'avais jamais imaginé qu'un accident de voiture puisse être le début de quelque chose d'aussi transformateur, murmura-t-il. Pas seulement pour les soins de santé en France, mais pour moi, pour nous. Marie comprit la profondeur de ce qu'il tentait d'exprimer, comment leur rencontre improbable avait créé une nouvelle trajectoire pour leurs deux vies, comment ce projet professionnel s'entremêlait désormais à une histoire personnelle tout aussi significative. Parfois, dit-elle doucement, les plus beaux commencements naissent des moments les plus sombres. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser qui scellait non seulement leur connexion personnelle, mais aussi leur engagement commun envers une vision plus grande qu'eux-mêmes. Cette nuit-là, dans l'intimité de la suite, baignés par les lumières de Lyon, ils s'abandonnèrent enfin pleinement l'un à l'autre, leur corps célébrant ce que leurs âmes avaient déjà reconnu. Ils s'étaient trouvés, contre toute attente, au moment précis où ils en avaient le plus besoin. Le destin avait des voies mystérieuses, songea Marie avant de s'endormir dans les bras de Philippe. Qui aurait pu prédire que le patient désespéré de la chambre 217 deviendrait l'homme qui transformerait non seulement le paysage des soins de santé en France, mais aussi sa propre vie? Que son simple geste professionnel, refuser de laisser un patient abandonné, aurait des répercussions aussi profondes sur tant de vies, y compris la sienne. Car tandis que la première clinique urbaine intégrée commençait à s'élever du sol lyonnais, quelque chose d'autre se construisait parallèlement. Une relation, un partenariat, une histoire d'amour née dans les circonstances les plus improbables, mais qui, comme les meilleures fondations, promettait de résister à l'épreuve du temps. Le soleil d'automne baignait d'une lumière dorée la terrasse verdoyante de la clinique Saint-Antoine, première réalisation du réseau désormais florissant des cliniques urbaines intégrées. Assis sur un banc face au jardin thérapeutique où patients et soignants se promenaient paisiblement, Philippe Marceau contemplait avec une satisfaction tranquille ce qui avait été accompli en seulement 2 années. L'établissement, construit sur l'ancien site d'une friche industrielle du 13e arrondissement de Paris, incarnait désormais la vision qu'il avait partagée avec Marie ce soir-là dans sa chambre d'hôpital. Une architecture lumineuse et accueillante qui se fondait harmonieusement dans le tissu urbain. Des espaces intérieurs conçus pour favoriser à la fois l'efficacité médicale et le bien-être émotionnel. Une technologie de pointe au service de l'humain, jamais l'inverse. Mais plus significatif encore que la réussite architecturale et technique, c'était l'atmosphère même qui régnait entre ces murs, cette qualité presque tangible de bienveillance et de respect qui se ressentait dès le hall d'entrée. « Monsieur Marceau ?» Philippe tourna la tête pour voir s'approcher un jeune homme en fauteuil roulant, accompagné d'une infirmière souriante. « Thomas souhaitait absolument vous rencontrer. Avant sa sortie demain, » expliqua l'infirmière. Il a insisté. Philippe se leva tendant la main au jeune homme qui devait avoir une vingtaine d'années. « C'est un honneur de vous rencontrer, Thomas, » dit-il sincèrement. « L'honneur est pour moi, » répondit le jeune homme avec émotion. « Je voulais simplement vous remercier pour tout ceci. » Il désigna d'un geste l'ensemble de la clinique. « Après mon accident, les médecins m'avaient dit que je ne remarcherais probablement jamais. Mais ici, on ne m'a jamais traité comme un cas désespéré. Jamais comme un diagnostic sur pattes. Toujours comme une personne entière, avec des rêves et un avenir. » Philippe sentit une émotion familière l'envahir. Ce mélange de fierté et d'humilité qui le submergeait chaque fois qu'il entendait de tels témoignages. « Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, » dit-il doucement. « C'est la personne qui m'a appris ce que signifie véritablement prendre soin. » Comme si ces paroles l'avaient invoqué, Marie apparut, à l'autre bout de la terrasse, discutant avec animation avec une équipe de soignants. Vêtue d'un simple tailleur pantalon, ses cheveux châtains désormais coupés en un carré pratique, elle dégageait une assurance naturelle qui n'avait fait que croître au fil de ces 2 années. En tant que directrice exécutive de la Fondation Marceau pour les soins humanistes, Marie supervisait désormais le développement des 5 cliniques déjà ouvertes et des 7 autres en construction à travers la France. Son expérience de terrain combinée à une vision stratégique innée
en avait fait une figure respectée dans le monde de la santé, régulièrement consultée par le ministère et invitée à des conférences internationales. Philippe l'observa un instant, toujours aussi fasciné par cette femme extraordinaire qui avait transformé sa vie de tant de façons. « C'est votre femme, n'est-ce pas ?» demanda Thomas, suivant son regard. « J'ai vu votre histoire dans un documentaire. C'est comme un conte de fées. Moderne ?» Philippe sourit à cette description. « Un conte de fées ? Peut-être, à condition d'inclure les défis très réels qu'ils avaient dû surmonter. Les préjugés sociaux face à leurs différences de milieu, les commentaires médiatiques insinuant que Marie n'était qu'une opportuniste, les résistances initiales du conseil d'administration à ces propositions non conventionnelles. La réalité est toujours plus complexe que les contes, répondit-il simplement, mais parfois tout aussi merveilleuse. Marie les aperçut et s'approcha, son visage s'illuminant de ce sourire particulier qu'elle réservait à Philippe. En arrivant à leur hauteur, elle salua chaleureusement Thomas, s'enquérant de ses progrès avec une attention sincère qui était devenue la marque distinctive de l'approche des cliniques urbaines intégrées. Après quelques minutes de conversation, l'infirmière raccompagna Thomas pour sa dernière séance de physiothérapie, laissant Philippe et Marie seuls sur la terrasse. Le conseil d'administration a officiellement approuvé l'expansion internationale, annonça Marie glissant sa main dans celle de Philippe. Milan, Barcelone et Amsterdam pour commencer, puis Bruxelles l'année prochaine. Excellente nouvelle, approuva Philippe. Et avec le nouveau partenariat gouvernemental, nous pourrons ouvrir 3 cliniques supplémentaires dans des zones prioritaires en France. Marie hocha la tête, visiblement satisfaite de ces développements. Puis son expression devint plus sérieuse, plus intime. « J'ai aussi une autre nouvelle », dit-elle doucement, portant inconsciemment sa main libre à son ventre encore plat. Une nouvelle plus personnelle. Philippe la regarda, comprenant instantanément ce qu'elle tentait de lui dire. Son visage s'illumina d'une joie qu'il ne chercha pas à dissimuler. « Tu es » Marie acquiesça, un mélange d'émerveillement et d'appréhension dans les yeux. 10 semaines. Le médecin l'a confirmé ce matin. Philippe l'attira doucement à lui, déposant un baiser tendre sur son front, trop ému pour parler immédiatement. Après un moment, il murmura contre ses cheveux un autre nouveau commencement. Un autre miracle issu de la chambre 217, ajouta Marie avec un sourire. Ils restèrent ainsi enlacés, contemplant le va-et-vient paisible des patients et du personnel dans le jardin thérapeutique. Autour d'eux, la clinique bourdonnait d'activités, des vies sauvées, des espoirs renouvelés, des dignités préservées. Et au milieu de tout cela, 2 personnes qui avaient retrouvé l'une en l'autre non seulement un amour profond, mais aussi un partenaire dans une mission plus grande qu'eux-mêmes. Je me demande parfois, dit doucement Philippe, ce qui se serait passé si tu avais simplement fait ton travail ce jour-là, si tu n'avais pas insisté pour que je reste 3 jours de plus. Marie médita cette question, son regard parcourant l'établissement qui incarnait leur vision partagée. Je crois que certaines rencontres sont inévitables, répondit-elle finalement. Peut-être pas au même moment ou dans les mêmes circonstances, mais inévitables tout de même. Comme si l'univers conspirait pour réunir certaines âmes qui ont quelque chose d'essentiel à s'apporter mutuellement. Philippe sourit, touché par cette perspective. « Tu deviens philosophe, Madame Marceau. »« J'ai eu un bon professeur, » répliqua-t-elle, se haussant légèrement pour déposer un baiser léger sur ses lèvres. Tandis que le soleil commençait sa descente sur Paris, baignant la terrasse d'une lumière dorée, Philippe et Marie restèrent un moment de plus à contempler leur création commune, tant la clinique qui se dressait devant eux que l'avenir qui s'ouvrait, plein de promesses, avec cette nouvelle vie qui grandissait déjà entre eux. Car parfois, les plus grandes transformations commencent par les gestes les plus simples. Un sourire offert à un patient désespéré, une main tendue vers quelqu'un qui a perdu son chemin, une conviction partagée que chaque vie a une valeur inestimable et mérite d'être vécue pleinement. Et parfois, ces gestes simples créent des vagues qui transforment non seulement des vies individuelles, mais aussi des systèmes entiers, rappelant à tous que derrière chaque progrès technologique, chaque innovation médicale, chaque avancée institutionnelle, se trouve l'élément le plus fondamental et le plus puissant de tous, la capacité humaine à se soucier profondément les uns des autres. Chers lecteurs, j'espère que cette histoire vous a touché autant que j'ai pris plaisir à la partager avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser votre appréciation. Votre soutien me permet de continuer à créer des récits qui célèbrent la force de la compassion
et le pouvoir transformateur des rencontres qui changent des vies. Merci infiniment pour votre présence et votre engagement. À bientôt pour de nouvelles aventures littéraires.